Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 279 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, bilan 2024 des Phoenix Suns avec Grégoire de Valley Hoop, le podcast sur les Suns et du projet Le Roster. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de nos stats de la saison, nos bilans 2024, pardon, j'ai utilisé l'ancien nom de l'an dernier. Donc, bilan 2024, aujourd'hui, les Phoenix Suns. Et donc, un spécialiste nous rejoint, un nouvel invité d'ailleurs sur le Basket Lab, il était temps qu'il vienne. C'est Grégoire, comment vas-tu Grégoire ? Mais je vais très bien et je suis ravi d'être là. J'étais ravi de recevoir ton invitation et effectivement, dès qu'il faut parler des Suns, je suis très motivé. Quand bien même ce soit parler de la saison 2023-2024, qui est clairement pas la plus excitante quand on est fan des Suns, mais on est là. J'allais dire, mais comment ça se fait que tu sois pas venu plus tôt ? Mais en fait, je me suis souvenu qu'on n'avait pas pu faire les Suns l'an dernier dans nos bilans. On n'avait pas réussi à faire les 30 équipes. Puis je suis pas sûr qu'on était en connexion tous les deux depuis si longtemps que ça. En vrai, moi, ça fait 2 ou 3 ans que je suis publiquement les Suns, que j'en parle publiquement, mais je suis pas sûr qu'on ait été en connexion, notamment via ton Discord, depuis tant de temps que ça. Et je pense que c'était à peu près l'été dernier. Et tu avais déjà fini les séries statistiques bilan des franchises et tu n'avais effectivement pas fait les Suns. Donc t'étais pas là à l'époque de l'été où on a fait le top 100 des années 2010, t'étais pas là pour nous insulter sur Devin Booker alors tout le monde, on l'avait mis tout de même. Non, j'étais pas là. Bon, allez voir ça, si vous dites sur la chaîne YouTube. Je crois que c'est le seul membre de ce top 100 des années 2010 qui a fait 0 minutes de playoff sur la décennie, mais il était quand même dedans, parce qu'il est quand même fort, Devin Booker. Voilà, tu vois, je sais que tu viens sur le podcast, je dis du bien de Devin Booker. Je fais pas partie de ces, comment on dit, des fanboys de Devin Booker. J'aime beaucoup le joueur, et je suis content que ce soit le franchise player des Suns, mais j'ai aussi beaucoup de critiques, et notamment sur la saison passée, à lui adresser, et je manque pas de le tailler quand il faut le tailler, quoi. Tu ne fais pas partie des bouquettes, alors c'est ça ? Non, pas du tout. Pour comme le certains coup, disent. Je suis une Micalette, moi. Je suis clairement une Micalette. Ah oui, c'est un Michael Bridges, qui malheureusement n'est pas revenu à Phoenix. Il est parti à New York, malheureusement. Ouais, bref, donc Grégoire de Valley Hoop, bien sûr, le podcast sur les Suns, où tu es co-présentateur. Et puis le roster aussi, le projet Le Roster. Tu peux nous redire 2 mots sur le roster, puisqu'on a peut-être des auditeurs qui veulent participer. Quel est le but de ce projet ? Ouais, plateforme collaborative que vous connaissez parce que Penny Bergkamp, Baptiste qui passe souvent chez toi, on parle volontiers. C'est une plateforme collaborative sur laquelle on partage grosso modo un site internet et où n'importe qui peut venir écrire sur le basket de manière générale. On a un pôle basket européen, basket français, on couvre évidemment la NBA et puis de manière générale on couvre le basket. Donc si vous voulez parler de votre club local ou de la NBA, de votre joueur préféré, vous pouvez venir sur le roster, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et aussi, il y a quelque chose qu'on sait moins, c'est que le roster c'est une plateforme de formation, c'est une structure de formation dans laquelle on organise des sortes de masterclass et puis des tutoriels dans lesquels les gens peuvent apprendre à produire un podcast, apprendre à animer un podcast, à l'éditer aussi d'un point de vue audio et logiciel, y compris pour des vidéos YouTube et des compilations d'actions par exemple. Tout ça on vous l'apprend à l'intérieur de la structure, le roster, et c'est pour ça que j'y suis notamment. Et donc des masterclass gratuites, on est d'accord ? Ouais, tout est gratos effectivement dans le roster. On est vraiment sur organisation horizontale, partage des connaissances, formation, c'est vraiment du partage à 100%, quoi. Mais ouais. Oui, formation gratuite. On n'est pas sur les formations TikTok, LinkedIn. Vous n'avez jamais pensé à faire payer votre expertise de masterclass pour produire des podcasts ou autre, quoi ? Bon, non, parce qu'en plus on est moins sur de l'expertise que sur du partage de connaissances appris sur le terrain où tu vois des trucs comme ça. On est clairement pas des professionnels, quoi. Bah, ce qui est bien avec la communauté basket, c'est qu'on est quand même, à part quelques-uns, on a quand même une grande majorité d'amateurs qui essayent de grandir ensemble aussi, donc c'est ça qui est cool. Ouais, exactement. Donc voilà, Grégoire, Valley Hoop et le roster, ça vous le connaissez, je pense. Et donc aujourd'hui, programme très simple, les bilans 2024. Donc on fait un bilan équipe par équipe cette année, on y va. On va faire les 30, donc on va faire Phoenix cette année. Et donc le but c'est faire un bilan à travers notre format des stats de la saison, qui est un prétexte évidemment, mais donc soit on arrive avec 5 stats chacun, soit des stats hyper intéressantes en elles-mêmes à discuter, soit sinon un petit prétexte, le chiffre est un prétexte pour enchaîner, pour parler de plein de petits sujets pêle-mêle, et il y en a beaucoup à discuter côté Phoenix, et donc allons-y sans plus tarder, quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour les Phoenix Suns 2024 ?
Alors attends, parce que ma première stat du coup... Ah oui, non, c'est bon, j'ai pas fermé la fenêtre. La première stat, c'est... ouais. Dès la première stat. Ouais, c'est ça, c'est là qu'on reconnaît les grands. Les animateurs de podcast, tu sais, qui enregistrent une fois par semaine, mais qui sont pas capables de garder leur Mozilla ouvert. Alors, ma première stat, c'est 53,38. Ouais. C'est le nombre de minutes jouées par le 5 Grayson Allen, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant et Eric Gordon, qui est donc le 5 qui représente le plus le 5-out des Suns. C'est un nombre de minutes qui est ridicule, et évidemment les échantillons de rendement et de production sont à prendre avec des pincettes, mais pour moi c'est la stat des minutes qui m'intéresse, parce que c'est ridicule, alors qu'il y avait vraiment un énorme potentiel, quoi. Je sais pas si toi tu as suivi un peu ce 5-out et les histoires qu'il y a eu autour dessus, mais je trouve que moi c'est une stat que je ronge et dont je cauchemarde depuis la fin de la saison, quoi. Ouais, effectivement j'avais noté. Alors en plus, bon toi je sais que tu as écouté quelques hebdos qu'on a fait cette année, tous les lundis matins on parlait de l'actu de la semaine écoulée, et il y a quand même pas mal de semaines où on parlait de Phoenix qui avait de très très bons passages, et notamment ce qui était un peu notable je trouve cette saison, c'est qu'on avait des bons passages parfois avec Nurkic, peut-être on redéveloppera sur lui après, mais on avait aussi d'autres passages qui étaient très bons sans lui justement, et donc avec ce fameux Kevin Durant en poste 5, ça a toujours été effectivement une frustration de ne pas le voir plus, quoi. Parce que tu dis c'est combien de minutes sur la saison? C'est 53. 53 sur toute la saison, ouais. Ouais. À peine 54, tu vois, 53,38, c'est ridicule, c'est vraiment, c'est atroce, quoi. Bon alors, 53 de ce line-up en particulier, donc c'est pas toutes les minutes de Durant au poste 5 non plus. Non, tout à fait. Ouais, tout à fait. Non, mais disons que c'est le 5-out qui a le plus de potentiel, avec une stat qu'on retrouvera un peu plus tard, parce qu'à mon avis, on va en parler, mais de la variété des prises de shoot en fréquence, et des zones de shoot des Suns la saison passée, qui moi aussi est quelque chose qui me donne de l'urticaire, mais pour moi c'était le 5-out qui était le plus dangereux, dans la mesure où tu as 5 joueurs qui sont des vraies menaces à 3 points. Donc tu as Eric Gordon, Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal et Grayson Allen. Ouais. Le moins bon shooter à 3 points, je pense que c'est à peu près Devin Booker là, dans ce 5-là. Parce que Bradley Beal a de super statistiques l'an dernier sur les shoots, et notamment dans le corner sur la période qui va de mars à juin, ou à mai, pardon. Je sais plus quand est-ce qu'on a été éliminé, bref. Je crois que c'était encore en avril, hein, malheureusement. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bon, on a Kevin Durant qu'on ne présente pas sur le shoot, quelle que soit la zone sur le terrain. On a Grayson Allen, qui est peut-être le meilleur shooter la saison dernière à 3 points, même de manière certaine, et qui est un des top 3 shooters, qui fait une des 3 meilleures saisons au shoot avec Joe Harris et Kyle Korver, etc. Donc on a vraiment un 5 qui, pour moi, représentait une disposition tactique que voulait créer Kevin Young, qui est depuis parti coacher une équipe en universitaire du côté de l'Utah. Et en fait, Kevin Young, son idée, donc, qui était déjà là sous Monty Williams, c'était vraiment le coach offensif, ou en tout cas on pensait que c'était l'architecte offensif de cette équipe. Et effectivement, son idée, il l'a confiée ensuite en interview lors de sa présentation dans cette équipe d'Utah dont j'ai oublié, BSU je crois. C'est BYU, c'est les Mormons de BYU, de Jimmer Fredette, etc. quoi. Ouais. Exactement. Il y va d'ailleurs entre autres pour des questions religieuses, mais c'est un autre sujet. Là, ce qui nous intéresse, c'est le basket. Du coup, c'est voilà cette concentration sur les tirs extérieurs et le gros volume, un peu à la Mazzulla finalement du côté de Boston cette saison, ce qui a fait rager Azad plusieurs fois sur Twitter notamment. Mais moi, j'avais envie de voir ces shooters, ces 5 shooters sur le terrain envoyer un gros volume à 3 points, et puis finalement 53 minutes quoi. 53 minutes, alors que le 5 majeur habituel en a fait 500. Voilà, c'est terrible. Ouais. Non mais alors du coup, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais sur Basketball Référence, ils disent qu'il a passé à peu près 9% de ses minutes Kevin Durant au poste 5. Encore une fois, hein, ça vaut ce que ça vaut, c'est un peu à la main, c'est pas précis, mais donc de 53 minutes pour ce line-up, on peut étendre à Kevin Durant poste 5, c'est 250 minutes à peu près. Ouais, c'est clairement pas assez quoi. Ouais, c'est quand même pas top quoi. Donc en effet, et oui, c'est un peu une frustration, parce qu'en plus on sait que ça a aussi été notamment un obstacle en play-off. Hein, je trouve que c'était le problème principal, c'est que face à une défense aussi étouffante, t'as manqué de spacing. Donc ça c'était un peu embêtant. Et voilà, c'est en plus, pour revenir sur Kevin Young, c'est vrai que au final il finit par partir, comme tu dis, pour des raisons très personnelles. En plus, hein, ce côté aller à BYU, c'est un vrai choix. Mais là où c'est un peu rageant aussi, alors
Quoique, on verra, parce que vous avez quand même récupéré un des meilleurs coachs de NBA avec Budenholzer, quoi. Donc là-dessus, je pense que Bud, si on ouvre un peu pour l'an prochain, lui, le côté spacing, optimisation, c'est exactement ce qu'il a fait à Milwaukee, on le sait, on connaît. Donc moi, j'ai pas trop de soucis là-dessus, mais c'est vrai que par rapport à Kevin Young, tu me confirmes, il y avait un peu ce truc de, il était déjà là, il était même en considération pour être le coach, et finalement, le front office ou le propriétaire, même carrément, on sait qu'il est très actif chez vous, avait fait un peu ce truc de non, je préfère un mec aguerri, et donc on va prendre Frank Vogel, et le top assistant qui allait être sur les tablettes de tout le monde, on lui donne le meilleur contrat de l'histoire des assistants, quoi, ce qui est un move assez classique en NBA, hein, pour pas perdre ce genre d'éléments. Au final, tu l'as quand même perdu parce qu'il a dû un peu mal vivre ça et partir, mais tu vois, c'était un peu ce qu'avait fait Cleveland aussi avec Tyronn Lue à l'époque, où LeBron et tout ça, ils voulaient Tyronn Lue, le front office avait pris David Blatt, et donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un méga contrat d'assistant Tyronn Lue, sachant que c'est probable que tu finisses par virer David Blatt et que voilà, Tyronn Lue arrive. Et je pense que, tu me diras, mais les fans des Suns attendaient sans doute un peu Kevin Young, soit à l'époque de Frank Vogel, soit peut-être cet été même carrément. Oui, en fait, moi, si tu veux, c'était mon favori. C'est-à-dire que soit tu allais me chercher des... Enfin, disons qu'à partir du moment où tu fais venir 3 armes aussi létales en attaque que sont Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant, je pense que c'est pour jouer une sorte de Mike D'Antoni basketball, ou en tout cas de jouer une sorte de va-tout offensif dans ta structuration tactique. Et moi, j'imaginais clairement, tu vois, soit un retour de Mike D'Antoni, soit Borrego, par exemple. Tu vois, pour moi, l'été dernier déjà, c'était un nom que j'aurais beaucoup aimé voir rejoindre le banc des Suns en tant que coach titulaire. D'abord parce que c'est quelqu'un qui, je pense, mérite une deuxième chance après son passage en demi-teinte du côté des Hornets. Et ensuite parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement inventif et qui, clairement, d'un point de vue offensif, représente pour moi un peu le rêve de ce que je voudrais voir avec... Kevin Durant, Bradley Beal et Devin Booker sur le terrain. Bon, on a eu Frank Vogel, Matisse Bia et James Jones ont eu la bonne idée de conserver Kevin Young, payé des sommes astronomiques d'ailleurs, parce que je pense qu'il avait eu d'autres opportunités ailleurs, peut-être en head coach, que finalement il n'a pas voulu les prendre. Et que je pense que l'objectif de James Jones, c'était de se dire, si en cours de saison ça marche pas trop avec Frank Vogel, on va le dégager assez vite et mettre Kevin Young sur le banc. Bon, rien de tout ça ne s'est passé. Je pense que les blessures successives dans l'effectif des Suns ont un peu sauvé la peau de Frank Vogel en cours de saison. Parce qu'on a un propriétaire quand même qui prend des décisions très rapides et presque de manière énervée, j'allais dire, ou en tout cas instinctive. Et du coup, moi, je m'imaginais tout à fait Frank Vogel pouvant être viré pendant la saison et Kevin Young prendre le relais. C'était un peu le coach chouchou de Devin Booker, etc. Il y avait beaucoup de raisons qui faisaient ça. Moi, j'aurais bien aimé le voir sur le banc, et surtout, ce que j'aurais aimé, et je pense que Frank Vogel n'est pas à blâmer pour ça, c'est que l'équipe le suive davantage sur les fondamentaux offensifs qu'il essayait de mettre dans l'organisation tactique de l'équipe. Ouais. Et notamment... on a eu juste après l'élimination après les Wolves, qui est pour le coup pas au niveau de celle des Mavs en 2022, mais tu vois, on prend quand même vraiment très cher à tout point de vue sur cette série. Il y a quelques heures après, on a je sais plus quel insider dont tu raffoles qui nous tweet que Kevin Durant avait des problèmes dans le vestiaire avec le coaching staff et qu'il ne voulait pas, grosso modo, prendre les 3 points dans le corner, etc. Et aussi, on l'a su plus tard, pendant cet été, qu'il ne voulait pas que les autres, les autres leaders, Bradley Beal et Devin Booker, ne les prennent pas non plus. C'est-à-dire qu'ils restent statiques dans le corner. Mais c'est terrible parce que, si tu veux, cet abandon de tes cadres et quand même de Kevin Durant, tu vois, qui est un leader, qu'on le veuille ou pas, dans un vestiaire, par la force des choses, par la force de sa carrière et de ses accomplissements. Si tu veux, ce désaveu de Kevin Young, de ce parti pris de prendre des tirs et de se montrer disponible, qui qu'on soit dans l'effectif, sur des zones de tir à haut rendement et à haute production, c'est quand même vachement dommage, quoi. Et on parlera encore de l'accès à la peinture et notamment au cercle un petit peu plus tard en statistique, mais pour moi, ce désaveu, il est terrible. Et je pense que c'est ce qui nous a coûté le plus, quoi. C'est ce qui nous a coûté le plus. Ouais. Non, mais en effet, j'avais aussi noté, tu vois, en play-off, 17 3 points en catch and shoot par match, qui est le plus petit total de NBA. Et moi, mon souvenir de cette série, c'est ça, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de 5-out? Et c'est un peu... j'avais aussi noté, je ne sais pas si on parle maintenant de Nurkic ou pas, mais Nurkic, il y avait un peu cet aspect où tu avais un peu un compromis des deux côtés, quoi. C'est-à-dire que tu jouais avec un gros, mais tu n'étais pas parfaitement protégé sur les aspects de gros.
notamment protection de panier, notamment protection du rebond défensif, où tu es 17e fréquence de tir autorisé au panier, tu es 18e en termes de rebond offensif concédé à l'adversaire, donc tu joues avec un gros mais qui te protège pas ces aspects-là de gros entre guillemets, et en plus forcément comme tu joues avec quelqu'un qui a ce gabarit et qui est un vrai intérieur, t'es pas bon non plus en transition, ni attaque ni défense finalement, parce que Absolument. Transition défensive tu souffres, t'es à peine dans la moyenne, et transition offensive tu te projettes pas non plus beaucoup parce que t'as aussi ce profil là, et ça c'est normal, c'est parce que t'as cette charpente là et t'as un intérieur, donc c'est un peu une conséquence normale. Par contre c'est vrai que vu que tu vas avoir cette conséquence, tu le fais pour avoir un bonus qui est, vu qu'il est gros et c'est un vrai intérieur, il va nous apporter là où on a besoin, quoi. C'est-à-dire protection de panier et rebond. Or, c'était pas le cas. Et évidemment, on rajoute à ça aussi le spacing. Et c'est vrai que voilà, je me posais aussi la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ça plus, quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu finalement beaucoup plus de small ball. C'était clairement la déception pour moi, parce que en effet, j'ai l'impression que il y a une espèce de potentiel qui n'a pas encore été totalement déverrouillé, et c'est vachement dommage, quoi, parce que tu vas avoir des faiblesses, tu vas avoir des compromis avec ce trio, mais le truc sur lequel tu peux partir, c'est de dire malgré les compromis, j'ai quand même une force, c'est-à-dire le jeu dans le périmètre, etc., et ça a vachement manqué en fait. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel qui est plus grand qu'on a eu et qui n'a pas été déverrouillé, et ça ça doit être un peu rageant si on est fan des Suns, en effet, quoi. Mais en fait, c'est un potentiel qui est très grand, mais est-il facile à exploiter? Existe-t-il un coach capable de l'exploiter? Alors effectivement, tu disais Budenholzer, moi j'adore le choix de ce coach. C'est un mec qui a fait des choses fantastiques partout où il est passé, et là quand il était aux Hawks, j'ai vraiment adoré cette période des Hawks et le jeu des Hawks à cette période. Ouais. Mais on verra la saison prochaine. Moi je suis très content de ce choix-là de coach. J'espère par contre qu'il sera suivi par les joueurs, clairement. Ouais. Mais tu sais que j'en suis à remettre en question Steve Nash au Nets, était-il vraiment nul, quoi, tu vois. C'est la question que je me pose, quoi. Non, mais tu vois, c'est peut-être aussi pour ça que le propriétaire ou front office, je sais pas, mais avait choisi un Frank Vogel, parce que on sait que dans ce genre de super team, la notion tactique est importante, mais peut-être la notion managériale aussi, elle l'est d'autant plus, quoi. Et donc quand tu dois gérer des bookers, Kevin Durant surtout et Bradley Beal, voilà, si tu parachutes un Kevin Young, peut-être, ou un assistant qui a pas d'expérience, peut-être qu'il y a cet aspect de il est pas respecté par les leaders. Alors moi je dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est peut-être de facto ça se passe comme ça, quoi. Donc il y a cet élément de management. Bon, on verra avec Bud qui a lui un peu les deux, hein. Lui côté tactique, en playoff ça manque d'ajustement parfois, peut-être, c'est un peu lent, mais c'est une autre histoire. Mais on en reparlera l'été prochain. Mais alors, si je peux caler ma première stat du jour, moi, je vais partir. Tu m'attends dans le zig, je vais partir dans le zag du coup. Moi, c'était plus 4. Plus 4, mine de rien, c'est le net rating de cette équipe. Donc, plus 4 points par 100 possessions de différentiel attaque-défense, ce qu'on appelle le net rating, donc. Et c'était tout de même le 8e meilleur de NBA. Et je voulais un peu commencer par ça, cette espèce de stat collectif, parce que net rating, c'est le bon indicateur du niveau de jeu, du fond de jeu proposé, on va dire, parce que le but du basket, c'est le différentiel attaque-défense, évidemment. Et c'est pas si cata que ça. Il y a un peu ce côté, et je comprends, élimination au premier tour, je dirais pas trompe-l'œil, mais en tout cas fracassante, qui fait qu'on a eu des grosses déceptions, mine de rien. Surtout qu'en preview, on était tous là à dire ça peut être serré, attention les Wolves, potentiel offensif des Suns contre cette défense, le clash. Non, en fait, il n'y a pas eu de clash, c'est tombé d'un côté. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, cette élimination au premier tour, elle est pas trompe-l'œil, mais peut-être qu'on retient beaucoup ça, alors qu'en fait, mine de rien, on a quand même eu une équipe de Phoenix qui, je trouve, l'indicateur, c'est un indicateur comme un autre, mais en termes de fond de jeu, plus 4 de net rating par 100 possessions, c'est quand même pas mal, quoi. Et en fait, c'est une équipe qui a des défauts, pour moi, mais qui, dans ses bons passages, et on l'a répété toute l'année, mais dans ses bons passages, était vraiment très bon et très impressionnant. Et c'est peut-être aussi qu'ils sont tombés sur le pire match-up possible en termes de défense étouffante, une défense qui est capable de priver l'accès au panier. Donc déjà que Phoenix n'est pas top là-dedans, c'est encore pire. Et tu vois, notamment, ils étaient 9e attaque et 12e défense, alors que des blessures et des irrégularités toute la saison. Et pourtant, 9e attaque et 12e défense, seulement 5 équipes en NBA sont dans le top 12, dans les deux. Donc c'est pas si mal que ça, encore une fois. Et c'est un peu mon propos, c'est que je pense qu'on n'est pas si loin que ça. Alors, on peut le dire de deux côtés, parce que on peut aussi voir que finalement on est quand même assez loin, parce qu'il y a des difficultés de construction d'équipe, peut-être aussi. Mais je trouve que si on arrive à faire 2-3 bons moves bien placés et excellents, franchement, on n'est pas si loin que ça d'une bonne équipe, d'une équipe d'élite, sachant qu'on est déjà pas loin d'une équipe qui était bonne, voire très bonne cette saison, malgré le coaching, malgré les blessures, malgré plein de choses, on était déjà pas mal, quoi. Donc
Je sais pas toi, en tant que fan des Suns, comment tu reçois ça, mais pour moi, je trouve qu'il y a quand même, encore une fois, un potentiel et déjà un niveau qui a été produit et des excellents passages qui étaient vraiment excellents pour le coup. Oui, en fait, le truc du net rating, c'est que malheureusement, il est à mettre en perspective de quasiment de chaque match des Suns cette saison, puisqu'on a eu une saison qui a été très disparate dans les choix de Vogel d'un point de vue des rotations, sur la présence des joueurs en termes de blessures, etc., etc. On a Bradley Beal qui a été absent sur le premier segment, ensuite Devin Booker est revenu. Devin Booker, sur le mois de janvier, c'est Prime Jordan. Il nous fait un mois où il est imparable et clairement candidat MVP. Après, il disparaît à nouveau, je crois, pour blessure ou en perte de vitesse, etc., juste après le All-Star Game. Et c'est en fait ce night rating, effectivement, il te fait comprendre assez vite que tu as une équipe qui est plutôt positive et qui est clairement pas, disons, celle qu'on a vue face aux Timberwolves. Et c'est rigolo parce que, pour faire une petite parenthèse, toi comme moi, on s'imaginait les Suns être la kryptonite parfaite pour les Wolves. Et en fait, c'est absolument l'inverse qui s'est passé. C'est ça, ouais. C'est que c'était les Wolves qui ont été la kryptonite parfaite des Suns. Mais mis à part cette série de playoffs sur la saison, effectivement, on peut se dire en sortie de saison, s'il n'y a pas cette élimination face aux Wolves, que, écoute, c'est pas si terrible, il y a effectivement des ajustements à faire, mais grosso modo, si l'équipe arrive à jouer 60-65 matchs avec un 5 majeur correct et des rotations bien ancrées, un peu à la façon par exemple des Kings, pas la saison précédente, mais pas la saison dernière, mais la saison précédente. 23 alors. Tu vois, oui c'est ça, 23. Si on arrive à avoir de la stabilité dans le coaching et dans la présence des joueurs, effectivement, on peut imaginer de très belles choses. Donc par exemple un top 3 ou un top 4 de la conférence. Ouais. Comme c'était le cas en 2022 ou en 2023 d'ailleurs encore, je crois. Bref. Non, pas 3, mais bref. Du coup, si tu veux, ce qui est frustrant, c'est juste de se dire, bon, mais Devin Booker, il a été incroyable au mois de janvier. Kevin Durant a été incroyable sur le début de saison, tout seul sur le terrain, à devoir composer avec Saben Lee et Josh Okogie en attaque. Tu vois, et Jordan Goodwin aussi. Ouais, Jordan Goodwin, tu vois, et Bradley Beal a été top sur la séquence qui part grosso modo du All-Star Game jusqu'au playoff avant de s'effondrer complètement sur la défense des Wolves. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de synchronicité sur ces périodes de grâce dans ces trois joueurs-là, c'est le truc le plus frustrant. Et effectivement, pour moi, le night rating en parle. C'est-à-dire que si tu as un night rating qui est négatif ou qui n'est pas top, tu vois, il est à 0 ou 1 ou 2, tu te dis, bon, ok, même quand ces mecs-là sont en saison, ils ne peuvent pas porter l'équipe. Donc, il n'y a pas vraiment d'espoir à ce que ça marche si 2 fonctionnent en même temps ou si même 3 fonctionnent en même temps, ce qui est le scénario utopique et idéal. Mais là, le net rating est bon sur la saison. Donc, tu te dis que même quand ça ne fonctionne pas trop, même quand il y a des problèmes de coaching, quand il y a des problèmes de tactique, quand il y a des problèmes de présence, etc., eh ben, c'est quand même pas mal. Donc, ouais, je te confirme, c'est clairement frustrant. Ouais. Oui, mais après, comme tu dis, il y a un peu ce truc aussi que une moyenne n'est pas tout le temps représentative de l'intégralité et des événements les uns après les autres, quoi. C'est le principe de la moyenne, hein. Parfois elle est représentative, parfois il y a des écarts par rapport à la moyenne qui font que la moyenne elle est à tel endroit, mais en fait parce qu'on a été très bon, très mauvais ou selon d'un match à l'autre. Et puis voilà, il y a un peu ce truc de ils sont 9e en attaque, 12e en défense, alors que comme dit, il s'est passé quand même plein de choses. Le profil Nurkic, pas parfait. Le manque de spacing, on a déjà un peu parlé. Enfin bref. Et pourtant, ils sont quand même quasiment top 10 dans les deux, quoi. Donc je me dis, avec quelques bons moves, on est quand même pas si loin. En plus, on a déjà fait 2-3 bons moves durant l'intersaison. Re-signer Royce O'Neal, aller chercher un Tyus Jones, peut-être on en parlera tout à l'heure. Mais le problème aussi, tu vois, c'est que j'ai dit 8e meilleur net rating. Et puis même plus 4, c'est pas mal quand même. Hein. Plus 4, on est pas d'habitude, une équipe éliminée au premier tour, elle est pas à plus 4, quoi. Je veux dire, c'est pas précis, je veux dire, mais en termes de niveau proposé, il y a quand même des paliers, on va dire. Et plus 4, c'est quand même pas mal du tout. Le problème, c'est qu'ils sont 8e, mais avec 6 équipes de l'Ouest devant, quoi. c'est ça le problème, c'est que OKC est devant, Minnesota est devant, Denver est devant, et même Pelicans et Clippers c'était devant, quoi. Donc oui, dans le fond de jeu proposé, encore une fois, on peut se dire c'était bien, franchement, c'est solide. Sauf que le problème, c'est que quand t'as 4 ou 5 équipes de l'Ouest qui sont devant toi et que t'es obligé de t'en taper une et qu'en plus c'est le mauvais fit, mauvais match-up par rapport à toi, tu te fais éliminer au premier tour. Mais je veux dire, on n'est pas sur une équipe. Je trouve qu'il y a eu un peu une exagération, en tout cas moi de mon côté. Chez ESPN, des trucs comme ça, sur le côté, c'est un désastre. Je pense que c'est une déception, je dirais quand même pas jusqu'à désastre, je trouve, personnellement. Mais alors, c'est pas un désastre basketballistique, mais c'est clairement
enfin, franchement, moi, le désastre, je le prends volontiers le mot. Ouais, tu dirais quand même ça, toi. Mais d'un point de vue franchise, t'as un mec qui arrive en janvier ou février, 8 février 2023, 24, j'arrive plus, 23. T'as un mec qui arrive qui s'appelle Matisse Bia, il achète la franchise. En 24 heures, il trade pour Kevin Durant et il envoie grosso modo le fond de jeu de l'équipe, c'est-à-dire Michael Bridges, la solidité, le capitanat défensif, plus Cameron Johnson, le spacing. Il envoie ça aux Nets et on récupère Kevin Durant, 35 ans. Alors, moi, je suis pas fan de ce trade, c'est connu, etc. On s'en fout, peu importe. Je suis quand même capable de dire que Kevin Durant représente des options compétentes sur un terrain de basket. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Je suis loin d'être un hater de Kevin Durant. Mais si tu veux, ce pari-là, il est tellement fort que déjà, qu'une saison plus tard, on finisse aussi mal au premier tour, c'est frustrant. Mais il y a un deuxième pari qui est très fort qui est fait, c'est celui de faire Bradley Beal. Ouais. Et c'est pas parce qu'on arrive à le trader de façon, disons, efficace, en lâchant juste Landry Fields et Chris Paul et quelques tours de draft, que ça rend le pari moins, disons, vertigineux. On est quand même sur un mec qui nous prend 50 à 60 millions par an, qui est intradable parce qu'il a une clause qui le fera clairement refuser tous les trades dans des équipes de fond de tableau qui voudront dégraisser sur son salaire. Aucun contender n'en voudra, donc on ne pourra pas le trader non plus chez un contender. Donc ce mec, il est là jusqu'à la fin de son contrat. Et aujourd'hui, on doit construire un effectif avec ces trois mecs-là qui sont à 50 ou 60 millions chacun, et autour, grosso modo, que du minimum vétéran et peut-être une mid-level exception. Donc en fait, si tu veux, ce pari est tellement radical, il est tellement voulu et radical en même temps, que forcément, soit ça paye très fort, titre, soit ça paye pas, et c'est très compliqué de juger que ce soit pas un désastre si tu perds au premier ou au second tour, tu vois. Ouais. Perdre en finale NBA, ok. Perdre en finale de conférence, relou, mais ok. Mais perdre au premier tour, 4-0, c'est chaud, c'est très très chaud, quoi, tu vois. Ouais. Alors effectivement, on l'a dit, on va le redire dans ce pod, mais il y a plein de choses qui sont positives dans ce qui s'est passé l'an dernier au Suns, mais moi le mot désastre, je le prends. Après, je comprends que d'un point de vue d'analyse tactique et basketballistique, on puisse dire que c'est pas tant un désastre que ça, d'accord, mais d'un point de vue fan et d'un point de vue franchise, non, c'est 100% un désastre. Après, je comprends effectivement que tu sépares un peu, que tu distingues un peu le côté, le fond de jeu proposé, le basket, et en effet l'autre côté qui est un peu plus projet. Ouais. Et cette espèce de all-in qui, par définition, il faut que ça marche, quoi. Sinon, faut que ça sinon tu rentres chez toi les mains dans les poches, quoi. Non, c'est ça. Ouais. Oui, d'accord. Mais alors avançons si tu veux bien. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous proposer pour ces Phoenix Suns 2024 ? Alors, ma deuxième stat, c'est une stat qui est une soustraction. Donc, c'est à peu près 6, grosso modo, mais c'est le nombre de shoots par match pris par Bradley Beal et la différence notamment entre sa dernière année à Washington, où on était entre, grosso modo, 19 et 20 shoots, peut-être même plus de 20, et cette saison où on est entre 12 et 13. Et donc on voit le rôle de cette pépite offensive, hein, clairement on ne peut pas dire autrement de Bradley Beal, quand même on puisse le critiquer à bien des égards sur son comportement à Washington notamment, etc. Ça reste quand même un joueur offensif historiquement très très impressionnant et très agréable à voir jouer en plus. Et là on a une production qui chute en volume brut, c'est-à-dire vraiment sur la prise de shoot, on est sur un mec qui divise quasiment de 30 ou 40% son volume de shoot pris, quelles que soient les zones. Moi, je trouve que c'est une stat qui parle beaucoup de Bradley Beal dans sa saison sur les Suns, aux Suns quand il arrive. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un mec qui a accepté, malgré son contrat, malgré son statut d'intransférable, malgré son statut de superstar à Washington, il a accepté dès le départ d'avoir un rôle, disons, de soupape ou de soutien vis-à-vis de Kevin Durant et de Devin Booker. Il n'a pas du tout essayé de jouer des épaules et des coudes pour se frayer la place en haut du sommet des représentants du leadership de la franchise. Et il a plutôt mué vers un rôle, disons, d'adaptation
d'adaptateur offensif et défensif, puisqu'il a embrassé bien des rôles dans cette équipe. Et je trouve que le fait qu'il shoote moins et qu'il accepte autant de shoots en moins, parce qu'on ne parle pas de 2 ou 3 shoots de moins par match, hein, on parle vraiment de 40% ou 30% de shoots en moins, ce qui est beaucoup pour une superstar. Moi, j'ai trouvé ça très honorable. Et j'ai beaucoup aimé, alors clairement le Bradley Beal des playoffs, n'en parlons même pas, c'est une catastrophe, mais j'ai beaucoup aimé son comportement cette saison. Il a accepté, il devait être le meneur titulaire. Finalement, il y a eu une sorte de premier putsch de Devin Booker et de Kevin Durant pour que Devin Booker soit le meneur de l'équipe. Et puis en sortie de All-Star Game, petit à petit, Frank Vogel a décidé de dire que non, ce serait effectivement Bradley Beal le meneur de cette équipe, et on a vu un Bradley Beal plus important dans la remontée de balles, etc., quand bien même ces chiffres au ratio pass-turnover soient pas top sur la saison. Mais on a aussi vu un Bradley Beal s'effacer complètement pour aller prendre des corners, des 3 points dans le corner avec des très très gros pourcentages sur le troisième tiers de la saison. On est à plus de 50% dans les corners. Donc moi j'ai adoré la saison de ce joueur. Je sais que ça fait pas l'unanimité ce genre de commentaires. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés par sa saison. Moi, pour une première saison dans un contexte aussi difficile, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, et qu'un type de cette stature arrive à prendre quasiment 6 ou 7 shoots de moins par match, je trouve ça vraiment bienvenu. J'espère qu'il en prendra un petit peu plus. J'aimerais bien qu'il soit entre 15 et 17 l'an prochain. C'était d'ailleurs aussi un souhait de Devin Booker et Kevin Durant. Cette saison, mais voilà, je trouve que c'est représentatif du comportement et du mindset dans lequel Bradley Beal a évolué cette saison au Suns. Ouais, donc finalement cette perte de volume, tu le présentes sous un jour très positif, hein, finalement. C'est pas il est quand même payé très cher, il nous apporte moins, c'est genre non tu t'inscris mieux là-dedans, quoi. Donc effectivement, même tu vois, par 100 possessions, il passe de quasiment 26 ou 25,5 à 20 tirs par 100 possessions passées sur le terrain. Donc ça, effectivement, il y a bien ce truc de par 100 possessions où il est sur le terrain, un peu comme avant, donc on met tout sur le même plan, il tire beaucoup moins, quoi. Donc il y a ça. Et puis moi j'avais noté un autre truc là-dessus sur Bradley Beal. Moi c'était le 56%, c'était son pourcentage de paniers assistés. Donc pas le volume de tir pris, mais à quel point est-ce qu'il était assisté sur ses tirs ou pas. Et là aussi, on voit un peu une évolution et un côté un peu plus... je fais partie du collectif et je me fonds un peu là-dedans. C'est-à-dire que en 2022-2023, les 2 autres saisons avant ça, il était, pour vous dire, à 41 et 46% de ses paniers qui étaient assistés, donc des paniers, 41% de paniers qui survenaient après une passe décisive, donc créée par autrui, grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Donc là, le total est monté à 56, donc on voit que la part de créée par autrui est beaucoup plus grande, et donc la part de auto-générée est plus petite, évidemment. Et c'est vrai que c'est notamment sur 3 points, il est beaucoup plus assisté qu'avant aussi, ce qui fait d'ailleurs qu'on a une bonne saison à 3 points en termes d'efficacité, alors que, tu vois, paradoxalement, je pense que beaucoup de monde le voit comme un shooter en sortie d'écran, shooter de pull-up, alors que c'est plutôt un driver pour le coup, et qu'il a jamais vraiment été génial à 3 points, à part 2-3 saisons par-ci par-là, mais là il fait 43%. Et je pense que ça doit peut-être aussi lier au fait que son régime de tir, notamment à 3 points, est devenu un peu plus facile. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, au-delà du salaire, mais je pense que la conversation va toujours tourner beaucoup autour du salaire avec lui, malheureusement, avec ce salaire immense et en plus la no trade clause qui fait que c'est compliqué, comme tu l'as expliqué. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le profil différent. C'est-à-dire que là où on a un Booker qui est très, justement, très compétent sur les pull-ups, etc., Bill, il peut le faire, évidemment. Ils peuvent tous tout faire, on est d'accord, hein, c'est des superstars, mais il est quand même plus orienté, tranchant, drive. Et ce qu'on a vu d'ailleurs sur le dernier tiers de la saison, j'ai envie de dire, comme tu disais, où j'ai le souvenir de matchs contre Milwaukee, contre des défenses comme ça, assez compétentes, et on voyait qu'il y a le premier pas encore, il y a l'explosivité, il y a le tranchant sur drive, en fait, que n'a pas encore totalement, que n'a pas Devin Booker, hein, finalement. Donc, c'est vrai que dans l'idée, il y a un peu ce côté, plein de profils un peu différents les uns des autres, assez, qui pourraient être un peu complémentaires. Le problème, c'est ce qu'il y a autour, et donc, logiquement, on en revient, pourquoi est-ce que ce qu'il y a autour, c'est aussi faible? Parce que Bradley Beal, malheureusement, mobilise quand même beaucoup d'argent, quoi. Oui, c'est ça, Bradley. Mais moi, si tu veux, l'argent, c'est une question secondaire à partir du moment où, déjà, c'est pas moi qui paye, et 2, c'est comment dire, c'est le mec a ce contrat aujourd'hui, il donne tout sous l'équipe, tu vois, vraiment, il donne tout. Cette saison, il a tout donné. Non, mais alors, juste pour t'interrompre, parce que ce que je voulais dire, c'est par rapport à la construction d'équipe, par rapport au fait que... Ah, pardon. C'est pas le fait qu'il gagne de l'argent, moi, c'est tant mieux pour lui. Non, je voulais dire, en termes de construction d'équipe, ça occupe de la place. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. C'est que du coup, comme tu as fait ce pari all-in d'aller chercher un autre gros salaire, tu peux pas redistribuer les 50 millions que lui prend en 3 super role-players qui t'aideraient beaucoup d'être top 3&D, quoi.
Ouais, tout à fait. Oui, oui. Tu peux pas aller chercher trois mecs à 20 millions. Et en plus, on l'a vu cet été, les mecs à 20 millions, il y en a qui signent à 20 millions qui sont super intéressants. Donc oui, bien sûr, bah, moi, c'est clairement ce que j'aurais préféré. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je regrette toujours, bientôt 2 ans après, le trade de Kevin Durant. C'est que tu as des mecs comme Michael Bridges et Cameron Johnson qui sont des joueurs entre, disons, 15 et 35 millions. Peut-être que Michael Bridges est un petit peu supérieur à ça maintenant. Je ne sais pas s'il a signé aux Knicks encore sa prolongation ou quoi, mais on est clairement sur des joueurs, tu vois, qui font le fond de jeu d'un 5 majeur dans lequel tu peux avoir deux superstars. Mais bon, pour revenir sur la saison de Bradley Beal, moi ce que j'ai aimé, si tu veux, c'est qu'il a fait toute cette saison ce que Devin Booker est en train de faire avec Team USA sur les Jeux Olympiques. C'est-à-dire vraiment être un joueur au service du collectif, qui prend les écrans, qui navigue, qui prend ses shoots, qui les rentre à des hauts pourcentages. Encore une fois, hein, plus de 50% dans les tirs à 3 points dans le corner pour Bradley Beal sur les derniers, disons, 2 mois et demi de saison régulière. C'est d'une valeur fondamentale pour les Suns parce que on va en reparler après, mais sur la diversité des shoots, on prend trop peu de tirs à 3 points, donc autant les rentrer. Et avoir un Bradley Beal qui les rentre à 50%, c'est vraiment très précieux, quoi. Donc moi j'espère qu'il va continuer sur cette lancée la saison prochaine, avec peut-être un tout petit peu plus de responsabilité. Tu l'as dit, on a recruté Tyus Jones, donc on devrait avoir un Bradley Beal qui soit redevient un ailier, mais quand même de petite taille dans le basket moderne, je trouve. Soit devenir le numéro 2 et Booker va basculer en 3 en fonction des match-ups. Mais voilà, mais tu vois, pour ajouter à cette histoire de tir pris, sur la fréquence de tir pris par zone, sur les 3 points, on est à 30%. Sur les attaques de cercle, on est à 30%. Donc 3 points, 30%, c'est dans ces saisons moyennes, hein, parce qu'il a pris en 2017 une saison à 40% de 3 points pris. Donc attaque de cercle, on est à 30% cette saison. Ça aussi, c'est moyenne plutôt haute pour Bradley Beal. Et après, sur le mid-range, là, ça baisse un peu comparé aux 3 dernières saisons, puisqu'il passe de 46% la saison dernière et 45% la saison d'avant à 40% cette saison. Évidemment, puisque les zones sont toutes prises par Kevin Durant ou Devin Booker. Mais c'est intéressant parce que pour moi, c'est vraiment une variété de shoot qui est vachement agréable, même si j'aimerais encore plus le voir attaquer le cercle, parce qu'il est phénoménal, je trouve, quand il attaque le cercle. Mais en fait, il a transformé quelques-uns de ses longs 2 en 3 points, quoi, aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Oui, c'est un peu ce côté un peu moins star, mais en même temps, quand t'as déjà Booker et Durant, tout le monde va un peu laisser un peu de côté, quoi. Forcément, ça paraît, c'est mécanique, quoi. Ouais, c'est ça. Et défensivement, alors, je sais qu'il a une réputation de défenseur. Justement, on avait fait un top 100 sur les années 2010, on s'était replongé dans les fils. Il n'a jamais vraiment été très bon défenseur, pour le coup. Encore moins à Washington, quand il a explosé offensivement avec un énorme volume, et qu'ensuite Washington était mauvais, donc ça peut se comprendre. Comment tu juges, toi, sa saison défensive actuellement, enfin en 2024 ? C'est compliqué, parce que si tu veux, on est dans un basket moderne, tu me dis si je dis n'importe quoi, mais où j'ai l'impression que les attaques ciblent beaucoup plus vite les joueurs en fonction des match-ups. Les match-ups sont de plus en plus intelligentes. Et systématiquement, ça a été un de ceux, avec Grayson Allen, qui se sont le plus fait cibler par les attaques adverses. D'abord parce que Bradley Beal, retour de blessure, donc tu fais plus cibler sur les 1 ou 2 matchs que tu joues juste après ton retour de blessure. Ensuite, parce que il est quand même moins rapide sur son premier pas vers l'avant que sur son premier pas vers l'arrière. Ouais. Et ensuite, tu vois, c'est le cas de beaucoup de gens. Et ensuite, parce que petite taille, alors que les arrières NBA aujourd'hui ont tendance quand même à grandir un petit peu plus. Donc voilà. Et puis aussi, le fait que son travail offensif, quand bien même il y ait moins de courses, n'est pas moins et moins de shoot, n'est pas moins épuisant qu'à l'époque, parce qu'on est quand même sur un des trois soleils, tu vois, qui prend le plus de gravité dans le jeu des défenses adverses. 1, 2, 3 soleils. Tu veux jouer maintenant Ouais, il est pas mal ce jeu. Il est pas mal ce jeu de mots. Je n'ai pas fait exprès, mais il est à la hauteur du Basket Lab. Bravo. Donc c'est un des trois qui disons, crée le plus de gravité sur le terrain quand il est là. Du coup, il doit se déplacer. Il peut pas rester... ou alors, il faut qu'il soit dans un corner pour attirer le défenseur, type Derrick White, tu vois, ou ce genre de défenseur, qu'il ne soit pas dans les pattes des autres. Mais bon, bref, tout ça pour revenir sur sa défense. Moi, j'ai trouvé que c'était un mec qui faisait des efforts, d'abord, défensifs. Et pour une superstar, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de joueurs avec un historique offensif qui ne font pas les efforts défensifs que Bradley Beal a fait cette saison. J'ai trouvé qu'il en faisait plus,
notamment par exemple que Devin Booker, qui est en train d'en faire avec Team USA en ce moment. C'est pour ça que je compare volontiers la saison de Bradley Beal à au parcours de Devin Booker avec Team USA. Mais bon, effectivement, sur le rendement et la production, tu vois, c'est pas top, quoi. Après, bon, 65e centile sur les blocs, 40e centile seulement sur les interceptions, c'est un peu dommage, tu vois, c'est quand même un mec qui bouge vite. Voilà, ça provoque pas trop de fautes. Et après, c'est pas mauvais sur les rebonds, quoi. Sur les rebonds, tu vois, sur les rebonds, c'est pas trop mauvais. On est 98e centile au rebond défensif. Mais bon, tu vois, c'est sur les lancers francs adverses. Sinon, on retombe au 77e. De manière générale, sur les rebonds défensifs. Bon, disons que c'est un joueur qui va permettre les transitions en revenant près du cercle une fois le tir adverse exercé. Donc ça participe un petit peu au box-out et ça participe un peu au rebond. C'est cool, mais c'est pas effectivement un joueur qui va créer de la transition avec des interceptions ou avec des blocs. Et là-dessus, c'est un peu dommage parce que ça reste un guard et c'est pas un ailier fort ou un ailier tout court, quoi. Et puis on est d'accord que, comme tu disais, a priori, il va pas se faire bouger prochainement. De toute façon, il y a la clause, mais en plus, c'est encore le projet de continuer au moins 1 an comme ça avec le trio, on est d'accord. Écoute, je sais pas, parce que, comme je te disais, on a un propriétaire qui est très impulsif, et on a James Jones, notre general manager, qui semble quand même soumis aux décisions de ce propriétaire. Il est tout à fait possible que Matisse Bia ait dans la tête de bouger Bradley Beal. Après, qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas, finalement, ça dépend de quelle équipe contender aujourd'hui voudrait faire un move pour Bradley Beal. Je pense à Miami. Je pense que tu peux aller leur gratter. J'ai parlé de contender. Non, mais parce que pour moi, Miami, c'est un peu comme les Kings ou les Suns, tu vois. Je suis pas certain qu'on soit vraiment sur un contender. Après, oui, peut-être Miami peut se bouger et Bradley Beal peut accepter d'aller jouer avec Bam Adebayo, Jimmy Butler et sous Eric Spoelstra, parce que quand bien même Miami la saison dernière, c'est moins flamboyant que sur les 2 ou 3 saisons d'avant, ça reste une équipe qui a une base très solide et surtout un coach absolument incroyable. Donc nous, si on récupère quoi? Qu'est-ce que tu nous donnes contre Bradley Beal? Tu nous donnes Terry Rozier? Ouais, c'est bien ça, non? Tyler Hero? Duncan Robinson, les 3 là? Wow. il y a peut-être du Jovic, je sais pas moi, Jamal Cain, quoi que je sais Donne-moi quelqu'un dans la raquette. Il y a pas un petit Olynyk à Miami? Tu pourrais peut-être avoir, comment il s'appelle, Thomas Bryant, mais bon, c'est pas vraiment un joueur NBA, quoi. Non, je pense que Miami, ça peut pas se faire parce que comment on a recruté beaucoup de guards cet été, on s'éloigne un peu du sujet de ce pod, mais bon, passons sur la parenthèse. Comment on a recruté quand même Monte Morris plus Tyus Jones, si on fait venir Duncan Robinson, Tyler Hero et Terry Rozier, ça fait quand même beaucoup de petits à faire jouer autour de Devin Booker, quoi. Mais bon, Miami, on vous écoute, hein, si vous avez une offre pour Bradley Beal, on écoute. Envoyez bam. Donc voilà pour Bradley Beal, on a fait un petit point sur lui chacun. Nos deuxièmes stats du jour, chacun était sur Bradley Beal. On peut donc avancer. Quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Phoenix Suns 2024? 30%. Ouais. 30%, c'est l'accès au cercle, enfin c'est les tentatives au cercle des Suns cette saison. Donc on est sur la 25e équipe de la NBA. Devant plutôt Golden State qui est la pire équipe, puis Dallas, Miami, Sacramento et Boston. Pourquoi je n'aime pas cette statistique? Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est déjà quelque chose qui nous avait fait souffrir sur les 1 à 2 saisons précédentes. Ouais. Très très peu d'accès au cercle des Suns. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me réjouissais de l'arrivée d'un joueur au profil comme celui de Bradley Beal. Et c'est une des raisons pour lesquelles cet été, je m'attendais à ce qu'on aille chercher des joueurs agressifs vers le cercle, type par exemple Derrick Jones Jr. ou ce genre de joueur un peu slasher capable de terminer au cercle, ou un Nick Richards, tu vois, sur un poste de pivot, en remplacement de Nurkic. Donc moi, c'est une statistique qui me plaît pas, qui me frustre beaucoup, et qui est à mettre en relation avec du coup la proportion de shoot à mi-distance qui est de 35, et là on est deuxième de la NBA, et de 3 points où on est à 35% également, et on est 19e de la NBA. Moi, je trouve que, vu la qualité de shoot qu'il y avait dans cet effectif la saison dernière, être autant à mi-distance
et ne pas aller chercher le rendement d'un tir à 3 points, tu vois, sur un volume digne de celui de Boston, par exemple, c'est-à-dire plus de 40%, largement plus de 40%, et en même temps avoir un taux aussi faible d'accès au cercle, moi, ça me fait manger mes ongles. C'est terrible, quoi. C'est vraiment terrible. Surtout quand tu vois que les deux finalistes, finalement, les deux ont un accès au cercle qui est également assez limité. Tu vois, Dallas est à 28,5 et Boston est à 29,1. Mais ça compense quand même par un gros volume à 3 points, puisque les deux sont au-dessus de 40%. Dallas est à 41 et deuxième de la ligue, et Boston est évidemment premier à quasiment 44%. Moi, j'aurais aimé ça, et tu vois, on revient sur ce que je disais au tout début du podcast avec la première statistique, qui est que finalement, ce haut volume à 3 points qui a été voulu par Kevin Young n'a jamais été réellement proposé par l'équipe, soit mis en place par Frank Vogel, soit adopté par les joueurs sur le terrain. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait regretter profondément la saison dernière et que j'espère voir changer la saison prochaine, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on regarde un peu les équipes qui sont autour de Phoenix en termes de fréquence au panier, comme tu dis, il y a des bonnes équipes pour le coup, mais il y a une différence qui est fondamentale, c'est que déjà Boston, est-ce qu'on peut vraiment lever tous les doutes? Pour moi, pas complètement, mais en même temps, ils ont gagné le titre, donc tant mieux. Mais surtout, en fait, ils contrebalancent cette fréquence au panier qui peut être parfois faible par un spacing, comme tu dis, donc ça pose des problèmes. Et on a vu en finale, voilà, quand l'accès au panier était bloqué, ça faisait un kick-out et puis il y avait un tir ouvert, quoi. Donc ça vient aussi aider, malgré ce truc où ils prennent assez peu de tirs au panier. Et de l'autre côté, Dallas, certes, ils prennent peu de tirs au panier, mais en fait, il y a un mec qui prend beaucoup de tirs au panier et il le fait quand il veut, c'est Luka Doncic, et c'est ce que n'a pas Phoenix. C'est-à-dire que Phoenix, ils ont des drivers sympas, enfin même très sympas, mais qui n'ont pas ce côté un peu à volonté, en fait. Ils n'ont pas ce côté implacable, alors que Doncic, lui, en fait, quand il faut, et qu'importe le contexte, que ce soit en saison régulière contre Charlotte, Washington, mais aussi en finale NBA contre Boston, il peut aller au panier, en fait. Donc c'est pour ça que les chiffres sont similaires en termes de saison régulière et de moyenne, mais c'est pas pareil parce que le côté, ça se transpose pas pareil, je trouve. Et en même temps, tu vois, l'équipe ressemble aussi beaucoup au profil de ses stars, quoi, finalement. Devin Booker, absolument. Kevin Durant et Bradley Beal un peu aussi, mais surtout Booker Durant, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de pull-up, et notamment à mi-distance. Je pense que c'est un peu sous-estimé à quel point Durant n'est pas un shooter de pull-up à 3 points à haut volume, alors qu'on met un peu cette image-là parce que les pull-up à 3 points en finale NBA, le clutch les 2 années là, à chaque fois. Booker aussi, c'est un bon shooter à 3 points, mais c'est plutôt mi-distance que pull-up. Et donc voilà, on a ce côté très très pull-up mi-distance et assez peu au panier, parce que encore une fois, les trois sont capables d'aller au panier. Ils ont au-dessus de la moyenne en termes d'efficacité sur les drives, pas au panier, mais spécifiquement sur les drives, ils sont au-dessus de la moyenne, avec du toucher de balle, avec de qualité athlétique, avec des lancers francs aussi. Donc ils sont au-dessus de la moyenne, mais ils n'ont pas un volume qui est énorme. Effectivement, ça a été un peu, je trouve, ça a été un peu ce qui a bloqué cette saison, c'est-à-dire une fréquence de tir où tu peux pas à volonté mettre cette pression au panier, et donc quand tu tombes contre la défense la plus agressive de NBA, qui arrive à boucher les espaces, à être étouffant sur le ballon, mais aussi à boucher l'espace à la raquette, on a vu que ça a complètement sauté. Tu vois, cet aspect de Phoenix peut plus faire tourner la balle, quoi, parce qu'on s'en remet finalement à juste prendre nos pull-ups. Quand une adversité d'élite en termes de défense du panier, on peut pas forcer les choses, comme un Doncic pourrait forcer, comme un prime James Harden pourrait forcer, comme un prime LeBron James pourrait forcer. Là, on n'a pas ça, et donc ça a été un peu effectivement la grosse faiblesse, je trouve, de cette équipe. Et encore aujourd'hui, c'est que t'as 3 stars, ok, mais t'as aucun énorme driver finalement, je trouve. Oui, c'est ça. En tout cas, t'as pas un driver qui est au niveau élite de requis, tout simplement. Parce que côté Boston, on a quand même un Jaylen Brown qui sait bien faire. Si je me trompe pas, je parle sous le contrôle. Je veux pas te contredire, donc on dira rien sur Jaylen Brown. Ouais. Ok, je dis plus rien sur Boston. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que je me souviens qu'en saison, on avait fait l'analogie entre Boston et Phoenix avec cette même faiblesse, quoi, de côté des stars qui peuvent pas aller autant à volonté au panier, mais comme tu dis aussi, la différence, c'est le spacing, quoi, entre les deux. Mais c'est ça, voilà, en fait, c'est là l'expression de toute la frustration, c'est que, si tu veux, à Boston, alors bon, moi, comparé à tes autres chroniqueurs habituels, il faut que tes auditeurs le comprennent, moi, la saison précédente, et comme toutes les autres précédentes, je ne regarde que les Phoenix Suns, donc je regarde 82 matchs de saison régulière, et ce sont les matchs des Phoenix Suns, donc évidemment, je vais dire absolument n'importe quoi sur les autres équipes. Non, mais voilà, je remets dans le contexte. Donc si je dis que Jaylen Brown me paraît plutôt pas trop mauvais sur l'accès au cercle, c'est que
je n'ai pas vérifié les statistiques, et 2, je n'ai pas un volume, un échantillon de visionnage suffisant pour être sûr de mon fait. Mais il me semble que c'était le cas. Mais il y a aussi quelque chose qui s'explique, c'est que l'accès au cercle côté Boston, si en volume, il est effectivement pas très haut, il est forcément mécaniquement sur le terrain facilité par le fait que Boston est une menace constante à 3 points par le volume et par l'efficacité. Donc c'est forcément beaucoup plus facile pour un joueur avec, disons, la dimension athlétique de Jaylen Brown d'accéder au cercle, ou la dimension technique de Jason Tatum de dribbler vers le cercle, clairement. Et ça, du point de vue des Suns, on n'a pas eu ça. On a vraiment pas eu ça. D'autant plus que Nurkic prenait beaucoup de place pour un rendement sous le cercle absolument désastreux. Et que Kevin Durant, pour une raison ou pour une autre, alors qu'il était très agressif vers le cercle sur le premier segment de la saison, s'est complètement enlevé de ce rôle-là. Et ce qui est vachement plus frustrant, c'est que tu disais tout à l'heure qu'on n'est pas sur des joueurs qui ont un profil de shooter à 3 points, etc. pour Booker et Kevin Durant. Mais bon, Booker, quand il sort de Kentucky, on est quand même sur un joueur plutôt en catch and shoot, donc capable de se faufiler entre des écrans et de prendre des shoots, de s'élever et de prendre des shoots. Donc moi, j'aurais aimé le voir avoir ce rôle-là, mais il a décidé, dès son retour de blessure en début de saison, d'endosser le rôle de ball handler et de meneur de jeu. Donc un peu dommage, mais bon, ça a fait sa saison. Et ensuite, sur Kevin Durant, si tu regardes les titres avec Golden State, on est clairement sur un joueur qui joue en catch and shoot. C'est-à-dire, et notamment sur un volume à 3 points qui est nettement supérieur à celui qu'il a eu cette année à Phoenix. Et ça paye à Golden State. Je suis juste un peu dégoûté que ça n'ait pas été le cas à Phoenix, parce qu'il a semblé pas vouloir adopter ce schéma offensif Kevin Youngien, tu vois. C'est un peu ça ma frustration, quoi. Alors, pour continuer là-dedans, c'est vrai que tu vois, je l'ai cité tout à l'heure, mais 17 catch and shoot par match en playoff durant ces playoffs 2024, ce qui est le plus petit total de toute la NBA, en tout cas toutes les équipes qui ont participé aux playoffs, évidemment. Donc il y a un peu ce côté catch and shoot et 3 points qui a manqué, aussi parce qu'on a voulu aligner des line-up avec Nurkic notamment. Donc avec, déjà, t'as un mec qui shoot pas, donc ça c'est embêtant. Mais c'est vrai que pour moi, il y a un peu les deux problèmes principaux de Phoenix qui ont été la pression au panier, ça on est d'accord, mais l'autre c'était aussi par rapport aux 3 points. Et je trouve le manque de profondeur, en fait. Je sais que beaucoup de monde, peut-être on en parlera tout à l'heure après, mais beaucoup de monde a parlé du manque de meneurs gestionnaires, de manque de science de la main, etc. Peut-être on en rediscutera, mais pour moi, c'était moins un problème ça, le côté manque d'un vrai meneur à la Chris Paul ou à la Tyus Jones ou des mecs comme ça. Pour moi, c'était moins un problème ça que le fait d'avoir une rotation qui était limitée en termes de vraie profondeur, en fait. Et qu'est-ce que j'appelle une vraie profondeur ? C'est des mecs qui sont viables des deux côtés du terrain. Et finalement, Phoenix a réussi à obtenir Royce O'Neal, qui en plus était un coup parfait parce que c'est un mec qui est bon dans les deux domaines, c'est un vrai 3&D, mais en plus ils l'ont chopé en fin de contrat, et donc en plus tu chopais ses droits, t'as pu le prolonger en dépassant le cap, enfin bref, Phoenix était déjà au-dessus du cap, mais bref, t'as pu t'as fait le trade, t'as récupéré ses droits, pardon, donc c'était parfait, tu l'as prolongé cet été, mais donc à part Royce O'Neal, si on fait le bilan hors 3 superstars évidemment, mais tu vois, tu regardes un peu la tête de l'effectif 2024, pour moi, tu as soit des profils offensifs, soit des profils défensifs. Et donc forcément, tu as dû finir par choisir un peu. Et donc Frank Vogel, qui a été un coach plutôt défensif, toujours toute sa carrière, qui a émergé en tant que coach défensif à Indiana, ensuite à Orlando, etc. C'est plutôt la défense. Mais il a fini par faire le choix de prendre des profils défensifs et de prioriser la viabilité défensive. Mais tu fais le bilan, Grayson Allen, c'est que l'attaque. Sinon, de l'autre côté, tu as Josh Okogie qui faisait partie de la rotation, que la défense est pas trop viable en attaque, pas de shoot. Même Jordan Goodwin, ou quand on va chercher des mecs comme ça. Bref, Nurkic aussi, c'est plutôt manque de spacing. Pour moi, c'est pas tant le manque de vrais meneurs. Encore une fois, on va en reparler, mais c'est plutôt le fait qu'autour de ces 3 stars, et c'est aussi une conséquence du fait qu'ils mobilisent beaucoup d'argent dans le salary cap, mais t'as pas pu construire autant une escouade d'ailier et de 3&D comme tu aurais voulu. Et le problème aussi vient de là, à mon avis. C'est que, hormis Royce O'Neal, t'étais obligé un peu de faire un choix entre des profils soit que offensifs et pas défensifs, soit l'inverse. Et forcément que ça marche pas, quoi. Parce que forcément, en NBA, ceux qui vont le plus loin, tu regardes Boston, tu regardes même Denver, bref, tous les finalistes de conférence ou les finalistes NBA ou les champions, c'est des mecs qui ont une énorme profondeur sur ces postes-là de two-way player. Et à Phoenix, à mon avis, ça a beaucoup manqué. Ouais, clairement. Franchement, oui. Si tu veux, tu l'as très bien dit, on s'est retrouvé avec des joueurs qui étaient soit.
soit Eric Gordon, donc menace potentielle à 3 points, quand bien même il est vraiment pas fait la saison de sa vie à Phoenix la saison dernière. Mais bon, clairement, c'était un trou de fromage en défense. Ouais, il a vieilli, on va dire. Ouais, oui, il a vieilli, ouais, clairement. Pour moi, il passe à côté de sa saison. Il fait pas la saison qu'il doit faire. Et pourtant, il a essayé. Vraiment, on peut pas lui enlever ça. Il y a vraiment des matchs où on le voit essayer, driver, shooter, défendre, etc. Mais bon, ça ne l'a pas du tout fait. Soit on a effectivement des joueurs au profil purement défensif, comme Josh Okogie. Mais Josh Okogie, c'est un pivot qui a la taille d'un arrière. Donc, si Ouais, tu veux. ça. Et puis, c'est un pivot défensif. Tu vois, c'est Mitchell Robinson, mais avec la taille de Devin Booker ou de Grayson Allen. Donc, tu vas, entre guillemets, nulle part avec ces joueurs-là, surtout quand tu n'arrives pas à les optimiser offensivement parce qu'ils sont inoptimisables. Donc voilà, tu vois, une fois que tu as fait 2 cuts avec ligne de fond avec Josh Okogie et qu'il a rentré un des 2 paniers, bon, en tout cas seulement un panier sur 2 plutôt, tu vois, tu as vite fait le tour de ce que tu peux faire avec Josh Okogie. Et ce genre de compromis-là, qui sont des compromis structurels de roster, tu peux pas te les permettre quand la demande est si haute sur le rendement de l'équipe, sur l'objectif de l'équipe. Tu peux te les permettre quand tu veux faire progresser ton équipe vers le titre. Quand tu es une équipe comme, j'en sais rien, tu vois, les Nets l'an dernier, ou quand bien même ils passent à côté complètement de leur saison, ou j'irai pas jusqu'aux Pistons et aux Blazers, mais une équipe comme Indiana en début de saison, avant qu'on comprenne que ça allait être vraiment une équipe sérieuse. Sur ce genre d'équipe-là, tu fais des compromis. Et effectivement, eux, leurs compromis, il me semble qu'ils ont marché. Alors, il se trouve que Indiana, j'ai à peu près suivi parce que c'était ma darling l'an dernier, mais eux, ils ont fait des gros compromis, tu vois. Ils ont fait des compromis, tout sur l'attaque, et la défense, on verra plus tard. Ça a fonctionné, mais nous, tu mets Josh Okogie sur le terrain et tu tapes sur la défense avec Jordan Goodwin, etc. Ok, mais en face, t'es pas capable de marquer un seul puntos. Donc c'est quand même, bon, voilà, c'était des compromis qui étaient pour moi même pas des compromis, c'était plutôt des sortes d'abandon, quoi. Et ce qui est terrible, on a dit qu'on parlait pas trop du recrutement de cet été, mais on a quand même Josh Okogie, Ryan Dunn dans l'effectif, qui sont deux défenseurs exclusifs. J'espère que Ryan Dunn est capable quand même de finir davantage d'actions, puisqu'on est sur un profil plus haut, plus vertical et plus grand. Voilà, donc c'est un rookie qui m'intéresse, mais j'espère que sa dimension uniquement attaque va lui permettre à minima d'être un profil à la Matisse Thybulle plutôt qu'un profil à la Josh Okogie, quoi. Bah, disons que pour moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, pardon. Parce que, tu sais, il y a un peu ce côté, non mais les superstars, c'est très fort. Donc, en fait, on en prend 3 plutôt que 2, parce que c'est très fort, donc on augmente le niveau de l'équipe. En fait, non, pour moi, la superstar, elle est très forte, parce qu'elle est bien entourée. Mais du coup, si tu les accumules et que t'as pas la place de bien les entourer, bah, elles deviennent moins fortes aussi. Donc comme dire, le serpent qui se mord la queue. Et bon, mais voilà, t'as été obligé de faire des paris. Je pense que Eric Gordon, le pari offensif a marché. Je m'attendais pas à ce que ça marche à ce point bien, mais comme dit aussi la défense, voilà. Ils sont allés chercher aussi Yuta Watanabe, qui sortait une bonne saison, notamment au shoot à Brooklyn. Ben là, on a vu que non, c'est revenu à la moyenne. Jordan Goodwin, qui a été échangé en cours d'année, je crois, mais qui était plutôt profil défensif. Keita Bates-Diop aussi, bon, qui était plutôt là pour sa taille, sa longueur, mais on sait que c'est pas du tout un shooter, même loin de là. Voilà, t'as plein de profils comme ça. David Roddy aussi, qui a été échangé en cours d'année, qui a depuis été rééchangé. Vous en êtes séparés cet été là. David Roddy, voilà, c'est pas non plus le 3&D, quoi. David Roddy, on est d'accord. Et je pense que peut-être la déception, ça va être Nassir Little, qui était un pari qui a été fait avec un ancien star lycéen à l'époque, passé par North Carolina, drafté un peu plus bas parce qu'on a compris que c'était pas top la création, mais taille, longueur, un début de shoot qui était apparu à Portland sur la fin. Lui, c'est vrai que si ça avait pu exploser un peu de nulle part et que le pari aurait pu être gagnant de « Ah tiens, c'est un vrai mec de rotation qui peut jouer 25 minutes en playoff en tant que 3&D », ça aurait peut-être pas tout changé, mais ça aurait quand même bien aidé. Et le pari Nassir Little a été un peu loupé pour l'instant. Donc voilà, après, la question, c'est aussi à quel point, quelle est la marge de manœuvre pour la suite, quoi. Est-ce que par exemple, tu serais prêt à sacrifier un Yusuf Nurkic, est-ce qu'il peut apporter déjà, en se disant, bon allez, on va l'échanger pour le récupérer 2-3 3&D à la place, quitte à être très très léger à l'intérieur. C'est une réflexion qui peut se faire aussi, mais... Moi, je réfléchis pas là. Moi, Yusuf Nurkic, à l'heure où je te parle, Yusuf Nurkic, il est en haut de la pyramide Maya, il est prêt pour le sacrifice. Ça part, la moindre opportunité. C'est ma statistique prochaine, mais non, Yusuf Nurkic, c'est beaucoup, beaucoup trop de compromis. Mais donc oui, je lâche. Et moi, je suis prêt à jouer, je suis prêt à jouer très petit. Et en plus,
je suis aussi prêt à jouer très jeune. Je suis aussi prêt à faire vraiment confiance aux rookies qu'on a recrutés, qu'on a pick cet été, et notamment Ozo Ighodaro, qui est un profil hyper intéressant. Bon, il a été effectivement sélectionné en 55e choix, pardon, ce qui est très loin, hein, c'est incomparable. Attends, tu peux pas dire ça. 55e, tout le monde le connaît, le 55e de cette année, c'est Bronny James. Ça peut pas être le 55e. Ah, je me suis trompé. Comme quoi, je suis vraiment pas les autres équipes. T'as dit pile celui que tout le monde connaît comme pick. Ouais, exactement. Une crédibilité vraiment incroyable. Non, je sais plus. Enfin, il a été sélectionné au second tour, je crois, on s'en fiche, en toute fin de premier tour, mais bon, loin, quoi. C'est pas lively, quoi. Mais j'aimerais beaucoup qu'on parie là-dessus. Bon, c'est un pari qui est osé, mais j'aimerais beaucoup qu'on parie là-dessus, quoi. Et donc, je sais plus ce qu'on disait, mais oui, moi, je suis prêt à faire la jeunesse. En fait, je suis prêt à oser beaucoup de choses, mais je suis pas prêt à oser repartir avec Youssouf Nourkic. Je pense que j'ai beaucoup aimé son implication, j'ai beaucoup aimé sa bonne humeur, j'ai beaucoup aimé son jeu de passe, parce que moi, j'aime bien ces pivots un peu passeurs, tu vois, qui ont de la vista et qui ont des jolies mains. Mais par contre, bon, le problème, c'est finition au cercle, tu vois, agressivité, la défense. Tu le mets en edge, il est à la ramasse. Tu le mets en tête d'ongle, il est à la ramasse. Tu le mets en drop, il est à la ramasse. C'est quand même compliqué, quoi. Tu vois, c'est compliqué, Youssouf Nourkic, là. Quand tu vises le titre, c'est compliqué. Alors rapidement, la mienne de 3e stade du jour, mais elle était un peu pareille, hein. C'était pour aboutir sur la rim pressure, donc comme on en a parlé, je ne vais pas insister, mais rapidement. Un peu une stat marrante, moi c'était 1. C'était le rang de Phoenix au niveau des lancers francs offensifs. La provocation de lancers francs, premier de NBA, donc les Suns. Et c'est assez marrant parce que du coup forcément c'est élite, mais ça c'est aussi le fait qu'on a 3 superstars qui arrivent à provoquer des lancers francs, donc ça c'est bien, mais en fait j'ai 4 stats en une. J'ai pas que 1, j'ai 4 stats en une, mais c'est marrant parce que tu regardes la première saison avec Chris Paul, donc quand il était dans son prime, 2021, top 5 MVP en termes de vote, etc. En fait, Chris Paul, à l'époque, Phoenix était 4e au turnover, donc très très peu de pertes de balles, mais par contre, 27e au lancer franc. Voilà, c'est une équipe à la Chris Paul, ça perd pas la balle, mais ça va très peu au panier, ça fait très peu de lancer franc. Et là, tu compares la première saison, non pas de Chris Paul, mais de Kevin Durant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les turnovers, 25e, ça c'est un problème, je pense qu'on en reparlera, donc beaucoup de turnovers, l'anti-Chris Paul, et par contre, premier au niveau des lancers francs. Donc c'est un peu marrant, je trouve ce parallèle entre, tu fais le swap entre un Chris Paul et un Kevin Durant, et t'as l'un qui est totalement l'opposé de l'autre, hein, entre le meneur passeur scientifique, mais pas agressif au scoring, et l'inverse avec Kevin Durant. Mais comme dit aussi, tu l'as déjà développé, mais le point commun par contre entre les deux cycles, c'est le fait qu'on a assez peu de rim pressure, de capacité à aller au panier. Et voilà, on a déjà parlé, mais je voulais citer un peu ce truc fun fact. Je rebondis sur cette statistique de premier au lancer provoqué. C'est effectivement valable sur l'ensemble de la saison, mais par contre, il y a 2 segments. Il y a 2 segments assez pareils. Il y a avant le All-Star Game et après le All-Star Game. Avant le All-Star Game, effectivement, on caracole en tête des lancers provoqués, y compris sur nos shoots à mi-distance, etc. Et du coup, le modèle offensif de l'équipe fonctionne à peu près. Tu vois, on se dit que c'est une histoire de blessure et que ça fonctionne à peu près. Les problèmes arrivent quand la NBA décide implicitement, puisqu'on n'a jamais vraiment eu de statement de la NBA de manière officielle sur le sujet. Si, on a eu un statement pour dire non, il s'est rien passé, mais sauf que les chiffres ils disent autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et sur l'arbitrage, quoi, tu vois, l'arbitrage après le All-Star Game, c'est plus du tout la même belote. Et clairement, ça joue en défaveur considérable pour les Suns qui se retrouvent avec un drop terrible dans leur provocation de lancer, et notamment parce que shoot à mi-distance. Donc là, à partir du moment où tu acceptes beaucoup plus les contacts sur les shoots, il faut soit aller au cercle, soit prendre des shoots rentables, disons intrinsèquement, donc le 3 points. Et les Suns, c'était ni bon dans l'un ni dans l'autre. Donc, on s'est retrouvé effectivement avec une fin de saison où cette statistique chute considérablement. Donc, moi, j'espère qu'on va retrouver ces lancers francs provoqués à très haut niveau du côté des Suns, parce que ça veut dire que l'équipe est agressive. J'espère que l'équipe va être agressive, mais par contre, sur les zones de shoot, j'espère que Bud va effectivement réussir à mettre en place la promesse qu'il a donnée, qui était celle d'augmenter considérablement le volume de shoot à 3 points, quoi. Après, je me dis aussi que, en fait, tout le monde a baissé en NBA.
Donc ça, les chiffres ont baissé pour Phoenix, mais je pense que en fait ils ont baissé pour tout le monde à cause de l'arbitrage justement. Mais en fait j'ai cru que tu allais me dire il y a deux périodes. Là, il y a avant la blessure d'Embiid où on était deuxième, et après la blessure d'Embiid où on est passé premier. Mais parce qu'en plus je crois que c'est vrai, les Sixers étaient premiers là-dessus, les Sixers pendant un beau moment. Mais bref, donc voilà pour ça. Alors on peut enchaîner. Je sais que tu as l'impression de vouloir parler de Nurkic, donc je te lance. Quelle est ta 4e stat du jour pour les Phoenix Suns 2024 ? Alors j'allais te donner une stat sur quelqu'un d'autre, mais ce sera ma 5e et c'est parfait comme ça. Non, Yusuf Nurkic, je vais faire très simple. 52,9, l'efficacité, donc le EFG percentage de Yusuf Nurkic cette saison. Très compliqué la saison de Nurkic, hein, j'en parlais très rapidement, mais c'est compliqué parce que c'est un mec qui a tout pour que je l'aime et qui a vraiment tout pour que la fanbase des Suns l'aime. Parce que on aime les profils comme ça, à la Dario Saric, tu vois, même Aaron Baines, c'était un joueur qui était agréable avec, tu vois, des mains très capables. Contrairement à ce qu'on pense, on le réduit trop souvent à une espèce de bourrin australien, alors que c'était vraiment un mec qui avait des mains. Et puis, de manière générale, bon, on est beaucoup dans la fanbase à aimer les pivots qui savent manier le ballon. Mais en fait, est-ce que la question se pose d'abord sur la question de ses mains, justement. Est-ce que le casting était bon d'avoir autant le ballon dans les mains alors que tu as des playmakers vraiment forts, tu vois, pour générer des tirs, donc Devin Booker et Bradley Beal. Donc est-ce que c'était idoine d'aller chercher un pivot qui a autant besoin d'avoir la balle pour exister sur le terrain, parce que clairement quand il l'a pas, il n'existe pas. Et après, c'est juste que qu'est-ce que tu fais de Yusuf Nurkic quand il n'a pas la balle dans les mains ? Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais le compromis est vertigineux en vrai, tu vois. Il est vertigineux. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas voir Yusuf Nurkic. Et c'est vraiment pas contre lui humainement, parce que ça a vraiment l'air d'être un chic type. Mais, et je suis sûr qu'il va rendre des services à une autre équipe. Mais moi, j'aimerais beaucoup faire Nick Richards, Yusuf Nurkic, parce que j'ai besoin d'un mec qui n'a pas besoin de la balle en attaque, quoi. J'ai besoin de verticalité, j'ai besoin de finition au cercle, etc. J'ai pas besoin d'un mec qui va monopoliser autant la balle pour exister sur un terrain, quoi. 52,9% d'efficacité pour un pivot, pour un pivot d'un contender, c'est dur, quoi. Ouais, c'est un peu le problème. Alors moi, j'étais assez fan de cet ajout. Enfin, quoique, je trouvais que le trade pour Ayton, c'est un peu dommage parce que vous auriez pu avoir plus, je pense, mais à la limite, je pouvais comprendre le pari parce que c'est quelqu'un qui, je trouve, a toujours été sous-estimé et un peu incompris, à mon sens, parce que le prime Nurkic, en fait, c'est pas du tout un attaquant, c'est surtout un défenseur, en fait. C'est vraiment c'est un défenseur de drop qui était parmi la pièce principale d'une défense de Terry Stotts, qui était parmi les meilleures défenses de NBA avec son drop, en fait. On parle de Nurkic 2018-2019, là. Exactement. C'était le prime Nurkic, c'était avant la blessure, mais c'était il y a plus de 5 ans, quoi. Mais voilà, c'était ça le profil de base, et il y a eu cette blessure assez grave, il est revenu, ensuite les équipes de Portland n'étaient pas bonnes, etc., etc. Et je dis ça parce qu'en fait, pour moi, sa carte à jouer, c'était la défense, donc ce fameux drop où il était très très bon là-dedans, dans les schémas de Terry Stotts. Et puis c'est vrai qu'il y avait un peu de post-up, un peu de passing, etc. Mais pour moi, c'était plutôt un défenseur. Or là, qu'est-ce qu'on a ? On a un Nurkic certes, il a que 29 ans, mais on est, comme tu dis, 5-6 ans après son prime, post-blessure aussi. Et on voit que la défense n'est plus là du tout. Donc ça, c'est un peu un problème. Donc il a perdu ça. Et de l'autre côté, comme tu dis aussi, l'efficacité offensive, elle n'est pas là non plus, quoi. Mais je dis ça aussi parce que, en fait, pour moi, ça n'a jamais été genre un joueur offensif majeur, quoi. Il pouvait faire du post-up, il pouvait faire du passing, mais pas un énorme volume, pas une énorme qualité. Et pour moi, c'était pas ça, quoi. Donc là, c'est vrai qu'il y a aussi une utilité parce que il le fait de bien, notamment tout ce qui est création de jeu par le dribble and-off, les jeux de main à main, en tête de raquette, son passing, ça peut être bien, ça peut être très bien, notamment avec un Kevin Durant. On en a parlé beaucoup cette saison. Et effectivement, Phoenix qui n'a pas de créateur un peu classique, le stéréotype du porteur de balle à haut volume ou alors le playmaker à haut volume. Voilà, ça peut aider parce que c'est un peu un patch de dire plutôt que d'avoir un gros créateur, on met un peu, Booker peut le faire un peu, Bill peut le faire un peu, et donc Nurkic peut le faire un peu, et donc grosso modo, tu arrives à faire un système un peu égalitaire comme ça. Donc il apporte des choses, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'il apporte aussi des compromis un peu moins intéressants. Donc l'efficacité, un pivot qui est en dessous de la moyenne en termes d'efficacité, c'est pas intéressant. Il a ni le pick and pop, ni le roll agressif au panier. Donc ça aide pas à dynamiser l'attaque, finalement. La défense, on va parler, c'est pas top. Comme je disais tout à l'heure, quand il est sur le terrain, t'es pas bon en termes de nombre de tirs autorisés au panier.
alors que c'est un vrai intérieur. T'es pas bon en termes de protection du rebond offensif, alors qu'il est censé aider là-dessus. Et en plus, t'as aussi les compromis habituels de t'es pas bon en transition ni offensive ni défensive en contre-attaque. Et tu vois, même pour le rebond offensif, si on creuse un peu, en fait, c'est une stratégie collective, mais c'est pas lui qui est genre l'immense moteur de rebond offensif de l'équipe, où Phoenix est plutôt bon là-dessus, mais comme dit, c'est collectif. Et ça, tu peux le voir en match où, tactiquement, tu vois qu'il y a 2, 3, 4 mecs qui attaquent le rebond en même temps, donc c'est pas que lui. Mais même au niveau des on-off, tu vois que le on-off avec et sans lui, au niveau de les rebonds offensifs avec et sans lui, bon, il a un score positif et on est à plus 1,7% par 100 possessions. Le chiffre, on ne sait pas trop ce que ça représente, mais sachez que les gros moteurs qui, à eux seuls, peuvent transcender une équipe, peuvent monter jusqu'à plus 3, plus 4, plus 5, même plus en termes d'impact avec et sans. Alors que là, on voit qu'avec ou sans, ça change pas tant que ça finalement, parce que c'est aussi le fait d'avoir des Josh Okogie, d'y aller à 3 ou 4 rebonds. Donc voilà, même ça là-dessus, c'est pas lui qui est transcendant. Donc oui, il fait des choses bien, mais je te rejoins sur le fait de ok, si on s'en sépare de lui, on n'aurait pas ce côté passing, on n'aurait pas ce côté dribble and off, etc. Mais finalement, on pourrait le remplacer aussi par d'autres choses qui pourraient aider d'une autre manière, quoi. Et tu parlais de Nick Richards. C'est vrai qu'un profil un peu catch and finish classique, je dirais pas non, quoi. C'est ça, exactement. Et puis, capacité de contre, dissuasion, parce que c'est quand même un physique, tu vois, Nick Richards, avec une vraie verticalité et tout. C'est peut-être pas le joueur qui a, disons, l'intelligence basketballistique la plus grande de la NBA, mais enfin, Javal McGee a fait une fantastique carrière et il a eu un apport hyper intéressant aux Suns il y a quelques années, notamment sur des caractéristiques qui sont très proches de celles de Nick Richards. Donc moi, Nick Richards, bienvenue, hein, franchement, c'est quand vous voulez les Hornets. J'en discute souvent avec Chachou, mais elle me dit qu'évidemment, elle veut pas de Nurkic, mais moi, je trouve en plus que Nurkic, parce que Charlotte, je vais beaucoup les suivre la saison prochaine, j'aime beaucoup leur roster et leur effectif, là. Et puis Charles Lee qui est sur le banc. Mais j'aimerais bien voir un Nurkic, tu vois, distribuer des balles à Brandon Miller, etc. Et surtout avec Lonzo Ball qui risque d'être absent pour blessure, ou tu vois, on sait pas trop. Et j'aimerais bien voir ça, moi, j'aimerais bien voir ça. Donc allô Charlotte, qu'est-ce que vous en pensez? On fait le deal, on fait pas le deal? Voilà, j'aimerais bien. Je sais pas si c'est faisable, mais j'aimerais beaucoup. Ouais. C'est en tout cas ce genre de profil-là, tu vois. On m'a déjà cité aussi Capella, Claxton, mais moi je trouve que Capella, bon. On a toujours l'image du Capella de Houston, mais là, on parle du Capella des Hawks. Je ne sais pas si c'est super attractif pour les Suns outre mesure. J'ai pas l'impression que ce soit le rim runner de l'époque. Claxton, je veux bien, pourquoi pas, mais ça me paraît un peu, disons, physiquement encore un peu frêle, un peu léger. Et après, bon, il y a des profils, tu vois, comme Mitchell Robinson, ce genre de truc, mais là, ça devient beaucoup plus cher, j'ai l'impression. Même Claxton, il a 20 millions l'année, ça y est, il vient de signer. C'est foutu, quoi. Enfin, on n'a peut-être pas le même avis sur Claxton, mais pour moi, Claxton, c'est genre. Enfin, c'est comme tu disais, ouais, je veux bien échanger Nurkic contre un top 50 NBA. Ouais, oui, normal. Claxton, il est quand même génial, quoi. Mais non, mais au-delà de ça, tu vois, un coup comme Dallas a fait, aller chercher un Gafford. Tu vois, Gafford. Ça, c'est le regret J'aurais trop aimé qu'on fasse Royce O'Neal et Gafford, les deux l'an dernier, ou alors que dans le trade de Bradley Beal, ce soit pas Jordan Goodwin qui vienne, ce soit effectivement Gafford, quitte à leur envoyer Ayton aussi. Mais moi, tu vois, on aurait fait Ayton, Gafford, Bradley Beal, Chris Paul, Landry Fields. Là, tu te débrouilles, tu me fais les flèches dans les sens, mais tu as compris un peu le package. J'aurais été très heureux. J'adore Daniel Gafford. C'est le pivot... parfait quand tu as des joueurs comme effectivement Kevin Durant ou Devin Booker dans le jeu. Quand même, je sais pas ce que ça vaut sur la protection de cercle, mais franchement, en attaque, c'est parfait, quoi. C'est un mec qui va te claquer un dunk quand il faut claquer un dunk, qui va, tu vois, mettre les épaules où il faut mettre les épaules, poser des écrans, etc. C'est top, tu vois, c'est top. Ouais, et puis vraiment, il y a un côté dynamisme, d'avoir une menace sur roll, R-O-L-L, hein, le plonger au panier qui peut faire du bien à cette attaque. Parce que on a des porteurs de balles capable, mais qui, comme dit, voilà, c'est pas un dynamisme fou. Donc si tu mets un peu quelqu'un qui peut tout dynamiter là-dedans avec cette verticalité et autres, ça peut aider. Mais ouais, on est un peu d'accord, mais je crois que la difficulté, ça va être le salaire et arriver à l'échanger, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. L'autre profil qui était pour moi, que j'avais en tête, c'était plutôt un pivot donc capable de proposer un spacing, modèle Brook Lopez, et j'avais en tête des mecs qui ont des adresses à 3 points à peu près correctes, comme Daniel Theis, qui est entre 34 et 37%, ouais. Ou plutôt des mecs à la Olynyk, tu vois, carrément, qui sont des shooters dédiés, et qui en plus sont pas feignants au rebond, quoi. Donc, même ça, tu vois, j'aurais pris, quoi. Même ça, je prends. Il n'y a pas de problème, tu vois. Quand tu m'as proposé le hit tout à l'heure, pour trader Bradley Beal, j'ai dit, ok, est-ce que Olynyk est au hit, tu vois, c'est le premier gars auquel j'ai pensé. Moi, je prends ça, il n'y a aucun problème, aucun problème.
Toronto, il y a Jakob Poeltl qui peut être intéressant, mais sauf que vous n'avez plus rien à échanger, quoi. C'est ça, et puis c'est cher, quoi. C'est cher, hein, Poeltl, c'est quoi, c'est 25 millions, non? C'est à peu près pareil que Nurkic, je crois que c'est 18-19, je crois, ouais. 19. Pas Pourquoi pas, mais oui, mais il faut bien convaincre. Masai Ujiri, tu sais qu'il n'échange ses mecs que quand ils sont en fin de contrat, quand il est sûr que voilà, il n'y aura pas de meilleure offre. Donc, ouais, c'est ça, exactement. Donc ouais, c'est compliqué. Mais non, mais effectivement, peut-être à voir. Après, comme dit aussi Budenholzer, je pense que c'est un coach qui aime beaucoup le spacing. Il arrive à Milwaukee, c'est ce qu'il a fait. Clairement, on a re-optimisé Giannis, qui était déjà très fort en 2018, mais pas optimisé. Donc, j'espère voir, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais plus de spacing, plus de post 5 Kevin Durant, ce genre de choses, éventuellement. Mais alors, tiens, tant qu'on est là-dessus, petite stat rapide de mon côté, 4e stat du jour, moi, c'était 18%. C'était par rapport à Kevin Durant, c'est sa fréquence de tir au panier. On a déjà parlé un peu, mais c'était pour quand même faire un mini bilan de la saison de Durant, mine de rien. Et c'est vrai que 18% de fréquence de tir au panier, il a jamais été aussi bas dans sa carrière. Et en même temps, j'ai envie de te dire, ça me semble un peu normal parce que déclin physique aussi. Et tu vois, ça n'a jamais été un énorme driver non plus, mais il pouvait le faire tout de même. Il pouvait le faire, pas à gros volume, mais il le faisait de manière élite. Là, quand il le fait, il est toujours assez bon, hein, pour le coup. Il est top 20 en efficacité sur les gros drivers, enfin, sur les plutôt gros drivers, on va dire, parce qu'il ne fait pas partie des gros drivers. Mais voilà, on a ce côté où, de plus en plus, on va peut-être rentrer à présent, je ne sais pas quel âge il a 35, 36, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. C'est peut-être la dernière, une autre phase de sa carrière où on compte encore moins peut-être sur cet aspect de drive, mais par contre le shoot est toujours aussi génial. Et évidemment, surtout en vieillissant, le shoot continue à progresser, c'est mémoire gestuelle, donc ça aide. Bref, je pense que on n'est plus dans la phase où on peut s'attendre, allez, c'est toi qui vas faire l'attaque à toi tout seul, parce qu'il a plus le drive, et de toute façon il n'avait pas non plus le passing pour ça, il n'a jamais vraiment eu. Comment est-ce que tu juges un peu la saison de Durant, la 2024 ? Esthétiquement, c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur qui représente un basket que j'aime beaucoup, mais j'ai été déçu de le voir. Alors, sur le début de saison, il prend beaucoup de ses shoots, il implique beaucoup les autres. Notamment, il essaye de faire jouer Jordan Goodwin, que Frank Vogel avait l'air d'aimer en début de saison. Il essaye de motiver Yuta Watanabe, etc. Je le sens capitaine en l'absence de Devin Booker et de Bradley Beal, et ça fait beaucoup de bien au moral, tu vois, parce qu'on démarre la saison, on a quand même 2 de nos 3 meilleurs joueurs sur le terrain, qui sont pas sur le terrain, pardon. On a Devin Booker qui est absent, alors qu'on attend beaucoup de cette équipe et qu'on n'a qu'une envie, nous les fans, c'est de la voir jouer. Et de la voir exprimer un jeu qui est léché, etc. Donc on voit Kevin Durant assurer le coup avec ses mid-range, etc. Tu vois, ses shoots un peu à la Nowitzki, en fade-away, etc. Donc je me dis, ok, il assure le coup, il fait des passes, il trouve ses repères avec Nurkic, ok, ça paye, tu vois, on a un début de saison qui est à peu près correct avec lui, c'est pas complètement catastrophique. Et puis en fait, petit à petit, moi je m'attendais à une adaptation, si tu veux, avec le retour de Devin Booker et de Bradley Beal, je m'attendais à une adaptation. Et moi, clairement, j'avais fait le vœu dans ma tête, et je pense que je m'étais emballé de le voir jouer davantage à la Golden State, tu vois, donc navigation entre les écrans, prise de shoot loin, et puis ensuite des grandes traversées de la tête de raquette au panier pour effectivement agresser un peu plus le cercle. Eh bien, j'ai jamais eu ça, quoi. J'ai jamais eu ça, et j'ai eu du mid-range, du mid-range et du mid-range, tu vois. On est à 60% de shoot pris à mi-distance, 98e centile. On est dans le 100e centile sur les shoots les moins rémunérateurs, donc les longs mid-range, 27% de ces shoots. En fait, c'est le plus gros volume, c'est-à-dire que on est à 21% à 3 points, 20% au cercle, et tout le reste, c'est du mi-distance. Et en fait, ok, très bien, sur la première partie de saison, tu arrives à peu près avoir des lancers et tout, mais c'est pas viable en fait. Ce n'est pas viable dans le basketball moderne quand en face tu as des équipes qui trouvent leur adresse à 3 points, par exemple Minnesota avec Anthony Edwards qui a trouvé son adresse à 3 points contre nous, ou quand tu as des équipes qui structurellement ont des volumes à 3 points qui leur permettent, même avec un pourcentage relativement, disons, faible, tu vois, entre 37 et 38, ou entre même en dessous, hein, entre 35 et 38, arrive à générer plus de points que ça. C'est juste mathématique. Et je suis gêné par cette espèce de saison esthétique de Kevin Durant, parce que le basketball, effectivement, peut être un jeu esthétique quand on est à Rucker Park, mais là, on n'est pas à Rucker Park. On est en NBA, et c'est avant tout un sport mathématique. Et c'est ça mon problème avec Kevin Durant cette saison, et j'espère que ce problème sera résolu par Bud la saison prochaine, qui est un mathématicien du jeu. Moi, j'ai envie de trouver un mec qui sert la mathématique du basket et de son équipe. Et là, clairement, la saison dernière, si tu veux, tu t'es clairement allé sur les stats qui parlent le plus de ce qui m'a frustré chez lui. Il n'y a aucune diversité dans ses prises de shoot.
Et ça serait pas un problème si c'était que des 3 points ou que des agressions de cercle, mais il se trouve que c'est le shoot le moins rémunérateur. Alors c'est super beau, hein, ça fait des compiles de fadeaway qui sont fantastiques pour Twitter, mais on gagne pas des titres comme ça, quoi. Après, je te dis, c'est insuffisant. Bon, c'est quand même mieux que la plupart des superstars n'ont jamais fait ou ne feront jamais, hein, son niveau d'efficacité, mais c'est quand même son plus bas niveau d'efficacité et de productivité au point, enfin, au niveau du tir, efficacité plus lancer franc, donc la productivité globale. Plus bas niveau, à ton avis, qui était président des États-Unis à l'époque où il a fait un score aussi bas en termes d'efficacité? Attends, parce qu'il a 35 ans, le gars, hein, donc ça pouvait être George Bush II, quoi. C'était Bush le père. Non, quand même pas. Non, faut pas déconner. Non, c'était Bush, c'était depuis sa saison rookie. Puisque là, il a 8%, plus 8%. Et en fait, c'était la première fois depuis... Ah non, pas 2008, 2009 alors. Donc c'était peut-être Obama, première année Obama, pardon. Saison 2009, il était à plus 6%. Mais tu vois, c'est ça aussi. Le mec qui a plus 8% d'efficacité par rapport à la moyenne, c'est très bas par rapport à ses standards qui sont à plus 12, plus 15, plus 20%, qui sont des trucs absolument dingos. Bon, je tiens quand même à dire que plus 8%, je répète, la majorité des stars NBA et de vos joueurs favoris ne feront jamais ce score-là. Oui, c'est un mauvais score pour Durant, mais pour du... Voilà. Et bon, un autre aspect où on voit ça aussi, c'est que sa fréquence de lancer franc aussi baisse un peu par rapport à d'habitude, donc c'est... Voilà, il y a un côté déclin, vieillesse, ça paraît normal aussi. Mais j'ai hâte de voir le mathématicien, comme tu as dit, donc le Évariste gallois de l'Arizona, Mike Budenholzer, utiliser Durant l'an prochain. On peut donc passer à ta cinquième. Quelle est ta cinquième et dernière stat du jour à nous présenter pour ces Phoenix Suns 2024? C'est le True Shooting Plus de Bol Bol, 121. Alors, j'ai choisi une stat au pif parce que le True Shooting, évidemment, à 121 pour Bol Bol, c'est moins représentatif que le 108 ou le 105 de Kevin Durant et de Devin Booker. Il a joué combien de temps cette année, Bol Bol, pour savoir? Il a joué 43 matchs et il a joué 470 minutes. Il a été blessé aussi, mais c'est un échantillon très faible. Mais en fait, c'est juste pour parler de Bol Bol. Bol Bol, moi j'ai trouvé que d'ailleurs il a été re-signé aux Suns cette saison, mais il y a deux séquences Bol Bol. Il y a une première séquence en début de saison où vraiment c'est pas bon, il se trouve pas, il n'arrive pas à être là, il est pas dans l'effectif, et d'ailleurs il joue de très rares moments de garbage time, les quelques fois où on est devant ou alors on est loin derrière, notamment face aux Spurs par exemple, qui nous ont toujours fait la misère cette saison, passons. Mais du coup on retrouve Bol Bol en deuxième partie de saison, et là on a un Bol Bol qui est vraiment beaucoup plus intéressant, avec, pour mon avis, hein, la diversité de shoot, la distribution de shoot parfaite. C'est-à-dire un mec qui est capable de se rendre disponible soit dans l'aile, soit dans le corner, et de prendre des 3 points et de les mettre, puisqu'on est à 42% à 3 points cette saison pour Bol Bol, mais aussi un mec qui est capable de très très bien finir sous le cercle. Et il me semble que Bol Bol a quelque chose comme 80% d'adresse au cercle cette saison, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc assez fou. Je suis en train de regarder accuracy. On est à 90%, 99e centile. On est sur un role player en fin de rotation, d'accord, très bien. Mais moi, j'ai trouvé, avec tout ce qu'on m'avait dit sur Bol Bol, en provenance du Magic, etc., machin, que c'était plutôt très positif. Et je trouve qu'il y a vraiment une progression dans la qualité de son shoot et de manière générale dans son shoot. On l'a vu s'entraîner avec Kevin Durant notamment, ça a sans doute joué. Mais tu vois, il passe par exemple de 27-30% d'adresse sur les 2-3 dernières saisons à 43%, qui est son deuxième meilleur total puisqu'il était à 44 sur sa saison rookie à Denver. Moi j'aime bien ça, j'aime bien, tu vois, que ce grand gars puisse donner 8-10 minutes dans une équipe par match, et être solide sur ses appuis quand il s'agit de finir au cercle et d'envoyer des 3 points. Moi, j'aime bien ça. Ce ne sera jamais Victor Wembanyama, mais j'aime bien. Pour moi, c'est le genre de role-player qu'on... Ouais, exactement. Ah bon, Charles Barkley ou Shaquille O'Neal, pardon. Ah bon, Shaquille O'Neal. Je sais qu'en plus, tu adores Shaquille O'Neal. Donc... J'adore. donc voilà. Très grand joueur.
Très grand joueur. Ouais, très. Ses carrières de grandes personnes s'arrêtent là. Mais voilà, Bol, voilà, petit coup de cœur sur la deuxième moitié de saison dernière. Son True Shooting Plus, j'ai pris cette statistique, mais en vrai, elle parle moins que le 43% à 3 points ou que le 90% au cercle. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas si tu as noté des trucs, toi, sur Bol, mais... Non, moi, je préférais, en 5e stat, je préférais parler Devin Booker, on va le faire, mais... Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié notre franchise player. non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que... Alors, Bol, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ancien lycéen star aussi, qui était très très haut classé, et notamment pour ça, parce que c'est une combinaison de taille, mais de toucher de balle en fait, et de toucher de balle sur les jump shots et autres. Donc il y avait un peu ce côté méga jackpot potentiel si ça se concrétise. Et le problème c'est que ça se concrétise pas. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la taille, il a un truc sur lequel lui est extrêmement mauvais, et Wembanyama c'est le meilleur du monde, c'est les qualités athlétiques en fait. Les qualités athlétiques de coordination, agilité, équilibre. Donc Wembanyama c'est la taille, mais fonctionnel, parce qu'il a des qualités athlétiques exceptionnelles pour sa taille, et Bol il a jamais eu ça, quoi. Donc le combo taille et toucher de balle sur les jump shots, oui, je pense qu'on peut totalement avoir un mec qui fait des bonnes saisons à 3 points, largement. Le problème c'est tout le reste du jeu, quoi. C'est que voilà, tu fais 7-2, 7-3 de haut en termes de taille. J'ai pas la taille en centimètres, pardon, je regarde sur le site américain, mais voilà, t'es très grand, long bras, mais je pense qu'on est encore loin d'un joueur de rotation. En même temps, tu me diras, il coûte rien, quoi. Donc autant continuer le projet, quoi. Peut-être ça viendra un jour, quoi. Ouais, puis l'idée c'est pas qu'ils prennent 20 minutes, hein, mais tu vois, sur 8-10 minutes sur des séquences où par exemple ils jouent en 4 avec Kevin Durant en 3, avec Kevin Durant en 5, pardon. Ça peut être intéressant. Il a une capacité à bloquer aussi qui est plutôt correcte. En tout cas, il a fait des séquences au bloc la saison passée qui restent dans ma mémoire. Donc moi je trouve que c'est intelligent de l'avoir conservé, et je remercie Frank Vogel d'avoir su lui donner confiance, parce que j'ai aussi l'impression qu'il y a eu un changement dans son état d'esprit et une vraie confiance accumulée sur la fin de saison. Tu vois, on le voyait vraiment manifester physiquement avec un body language, comme on dit en anglais, assez expressif, et j'ai trouvé ça cool. Ça m'a donné du baume au cœur sur la deuxième moitié de saison. Mais parlons de Devin Booker. Ouais, c'est quoi ta 5e stat? Donc parlons de Devin Booker. Ah oui, quand même, il faut le faire. Donc Devin Booker, ma 5e stat du jour, moi, que j'avais noté, c'est un peu un prétexte aussi, mais c'est 5,06. Qu'est-ce que c'est 5,06? C'est juste le nombre de secondes où il garde la balle à chaque fois qu'il la touche. Donc en secondes, en moyenne, il garde la balle 5,06 secondes par fois où il touche la balle. Pourquoi la stat est intéressante? C'est parce que, comme dit, quand on se remet dans le cycle d'avant avec Chris Paul, il était à peine à 4,32 secondes par fois où il touchait la balle. C'était au-delà de la 50e place. Là, pourquoi j'ai noté? C'est parce que quand on s'approche des 5 secondes, 5,5, 6, on est sur des vrais meneurs monopolisateurs de ballon. Alors on n'est pas encore à ce niveau-là, notamment 6 secondes par touche de balle. C'est vraiment les John Wall, Westbrook, Harden de l'époque, vraiment héliocentrique, exactement. Mais là, mine de rien, tu vois, on est quand même 15e de NBA en termes de temps passé avec la balle parfois où il avait la balle entre les mains. Donc il y a un peu ce côté, forcément prise de responsabilité, parce qu'il n'y a pas de meneur de facto, donc c'est lui qui a un peu eu plus la balle, remonté la balle, donc c'est ce qui vient un peu booster la stat, entre guillemets. C'est pas une stat hyper intéressante, mais c'est un indicateur de comment est-ce qu'il a joué aussi, cette évolution entre avant et maintenant. Et est-ce que ça veut dire qu'il a été plus meneur dans l'âme ou plus passeur ou quoi que ce soit? Je trouve pas. Je trouve pas, parce que déjà on le voit un peu dans le jeu, ça a toujours été un joueur très polyvalent qui pouvait un peu faire les deux, scoring et passing. Et puis en fait, même au niveau des stats, ça se vérifie, parce que il y a un truc que j'aime bien qui est le fameux ratio de playmaking, j'appelle ça comme ça, mais c'est assist percentage divisé par usage percentage, donc le nombre de fois où tu fais des passes par rapport à ton nombre de ballons. Il est sur un ratio de 0,96. Le chiffre, on s'en fiche, mais sachez que hormis la période Chris Paul, où c'était lui qui avait la balle, on retombe sur exactement ses standards d'avant. Les standards d'avant Chris Paul, donc où il faisait 0,92, 0,94. Voilà, on était exactement dans les mêmes eaux en termes de répartition de passes versus scoring quand il avait la balle. Et voilà, pour moi, c'est juste que il la tient plus souvent qu'avant, parce que cette année, on n'a pas eu un mec pour la tenir, mais en termes de playmaking, en termes de capacité à créer du jeu, pour moi, on a toujours été bon, en fait. On n'a jamais été élite, mais on a toujours été bon. Et par contre, à l'inverse, qu'est-ce que j'ai noté, c'est que la conséquence, c'est pas tant sur le passing en soi, où en fait il fait le même nombre de passes par rapport au nombre de fois où il a la balle, c'est juste qu'il a plus de fois la balle. Mais par contre, l'autre conséquence, c'est que il est moins utilisé off-ball, malheureusement. En tout cas, il a été utilisé moins off-ball cette saison. C'est un peu la mauvaise conséquence. Et donc notamment un stat assez simple, c'est le nombre de fois où il finit des possessions en off-screen sur des jeux en sortie d'écran.
Ben voilà, tu vois, l'an dernier, 2,3 par match, et puis on remonte les années, 2 par match, 2,7, 2,3, 2,3 jusqu'en 2019 même. Donc parmi les meilleurs en termes de jeu off-screen par match. Et là, cette année, c'est 1,3 à peine. Alors que comme dit, ça faisait 5-6 ans qu'il était à plus de 2 par match, voire parfois 3. Et là, à peine 1,3 par match en off-screen. Donc c'est aussi le compromis, et c'est peut-être aussi, on peut ouvrir sur la saison d'après, maintenant qu'il y a l'arrivée de meneurs un peu plus gestionnaires, peut-être qu'on va retrouver un booker un peu plus utilisé sur des sorties d'écran et sur ce genre de jeu off-ball sur lequel, mine de rien, il est très bon. Moi, si Budenholzer décide de faire de Devin Booker Chris Middleton époque Bucks champion, je signe. Ouais. Je dis pas que Chris Middleton est meilleur que Devin Booker. Je pense que Devin Booker est nettement meilleur que Chris Middleton, mais je parle de profil de joueur, c'est-à-dire être capable de prendre des shoots plus faciles peut-être en termes d'intensité physique en attaque pour libérer, disons, du foncier athlétique pour se concentrer sur des tâches défensives. Parce que Chris Middleton est aussi à l'époque un défenseur quand même précieux dans l'organisation des Bucks, quand bien même tu es quand même les remparts Giannis et Brook Lopez qui fassent beaucoup de boulot pour eux. Et puis il y avait Jrue Holiday aussi. Chris Middleton n'est pas en reste, tu vois, c'est un profil qui, effectivement, des deux côtés du terrain, a su parfaitement assumer ses tâches pour les Bucks. Moi, tu me donnes ça pour Devin Booker la saison prochaine, je suis hyper heureux, et je suis d'autant plus heureux que c'est ce qu'on commence à voir avec Team USA. Il est clairement dans ce rôle de défenseur qui fait un travail considérable de ce côté du terrain, à shooter en catch and shoot, à l'endroit parfait et avec l'adresse parfaite en réception de balles de Stephen Curry. Alors Tyrese Haliburton joue pas trop, tu vois, mais voilà, tous les systèmes que Steve Kerr et Spoelstra mettent en place avec Team USA. Moi, je serais très content qu'on ait ce profil de Devin Booker là, et je pense que c'est aussi un profil qui plaira à l'ensemble de la fanbase des Suns et qui permettra de révéler, à mon avis, le potentiel maximum de Devin Booker. Le problème de Devin Booker, tu l'as très bien dit, c'est qu'en fait, il a du potentiel sur différents types de jeux, sur différents profils de joueurs. C'est un mec qui peut effectivement être un ball handler, qui crée son shoot un peu modèle James Harden, Luka Doncic, mais qui ne sera pas aussi bon que Luka Doncic pour le faire. Et c'est aussi un joueur qui peut être un Chris Middleton dans le profil, qui sera meilleur que Chris Middleton si c'est le cas, tu vois. Mais qui ne sera pas au niveau de, j'en sais rien, tu vois, Paul George Prime, et encore que. Ou que Kawhi, par exemple, tu vois, un mec qui vraiment est lock en défense et qui, après, en attaque, est absolument imparable non plus. Kawhi, c'est un très bon exemple. Ouais. Donc, mais tu vois, et la difficulté qu'on a avec Devin Booker depuis qu'il est au Suns, c'est de savoir quel Devin Booker on va avoir sur le terrain, comment vont le faire jouer le coaching staff, et qu'est-ce que ça va donner, quoi. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ça va vraiment être efficace ? La saison dernière, il y a effectivement ce pari du Devin Booker point guard, donc point book. Moi, j'y croyais beaucoup parce que je sais qu'il a les capacités de le faire. Mais tu viens de le dire d'ailleurs, il a effectivement la capacité d'être un playmaker à la fois pour les autres et pour lui-même, plutôt pour lui-même, mais aussi pour les autres. Mais est-ce que son profil vraiment d'optimisation max, c'est pas le profil qu'il avait à Kentucky, c'est-à-dire celui d'un catch and shooter en sortie d'écran? Pas forcément le Klay Thompson, tu vois, mais vraiment le Chris Middleton, capable de poser un ou deux dribbles, mais de prendre un shoot assez vite, quoi. Moi, j'aimerais beaucoup voir ça, et j'espère que Bud va voir en lui ce profil Chris Middleton capable de faire des efforts des deux côtés du terrain et d'être vraiment un playmaker défensif et un playmaker offensif juste par la présence, tu vois, et par l'impact. Oui, parce que t'es pas obligé en plus de le faire jouer comme un Kyle Korver ou Klay Thompson, quoi. Tu peux aussi initier l'action sur une sortie d'écran, mais ensuite, à la réception du ballon en sortie de l'écran, il peut driver, il peut faire deux dribbles et prendre son pull-up, il peut ensuite faire un dribble et faire la passe par-dessus pour le poseur d'écran qui plonge au panier, etc., quoi. Donc ça peut être juste une manière d'initier l'attaque, et voilà, juste peut-être l'enlever un peu plus d'avec la balle, mais c'est aussi toute la force de Booker, c'est qu'en fait son profil extrêmement polyvalent peut tout faire, quoi. Tu vois, il peut être le gunman de Chris Paul qui avait la balle, il peut être le mec qui prend un peu plus de ballon quand il n'y a pas de meneur, il peut un peu tout faire, donc c'est aussi la force de son profil. Certains diront la faiblesse c'est qu'il est pas génial sur un truc, tu vois, si tu le mets, tu dis vas-y fais comme Luka Doncic avec autant de volume et la même efficacité, le même playmaking, non, il peut pas. Par contre la force c'est qu'il peut à peu près tout faire, et je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut ouvrir pour la saison prochaine, c'est que maintenant qu'on a Monte Morris et Tyus Jones, il y a un aspect peut-être qui va être réglé, ça va être peut-être, je sais pas, mais le côté porteur de balle et le côté turnover surtout. Tu vois, c'est un truc où il perdait pas mal de ballons, Phoenix, cette année.
ce qui a créé beaucoup de transitions défensives, et enfin, qui a généré beaucoup de points en transition défensive pour les adversaires, c'était un problème. Encore une fois, moi dans la NBA de 2024, je l'ai répété toute l'année, hein, dans les hebdos, etc., mais je pense pas qu'il y ait besoin de fameux gestionnaires, du général de terrain comme avant, qui remonte l'action, qui exécute le système que le coach vient de lui dire, possession sur possession. Non, ça dans le jeu de 2024, il n'y a plus besoin. Ouais, c'est aussi ce qu'on a répété dans Valley Hoop. Moi, je crois toujours au fait que le playmaking ne dépend pas forcément du point guard. C'est clairement. On a besoin de guard play, on a besoin de pivot, etc. Mais le playmaking, c'est avant tout. Et d'ailleurs, depuis que je suis la WNBA, je m'en rends encore plus compte. Mais le playmaking, c'est avant tout des dispositions tactiques mises en place par l'équipe, du coaching staff aux joueurs. Après, c'est aux joueurs de les appliquer. En WNBA, il y a un jeu qui est beaucoup plus, applicatif, quoi, qui est beaucoup plus scolaire. Elles jouent vraiment ce que les coachs ont décidé qu'elles allaient jouer, y compris presque possession après possession, tu vois. En NBA, tu as une sorte de liberté qui est prise par les joueurs, qui est beaucoup plus grande que dans la WNBA. Moi, si on joue davantage comme en WNBA et qu'on écoute Bud, c'est parfait. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je pense pas que pour la création pure, Jones ou Morris vont être géniaux. Par contre, c'est vrai que là où ils peuvent être utiles, c'est ne serait-ce que remonter le ballon, porter la balle, le temps que on déroule l'action qui va créer le décalage. Hein. Ce sera toujours Booker, ce sera toujours Durant, ce sera toujours Bradley Beal. Mais au moins, tu as peut-être un mec qui tient la balle, plutôt que de demander aux autres de remonter la balle. Voilà, peut-être que sur cet aspect turnover, bon, je pense que ça pourra aider, mais voilà pour Booker, voilà pour les Suns. Est-ce qu'on a une dernière stat, un joueur dont on n'a pas parlé, tu voulais aborder vite fait? Qu'est-ce que champ libre, carte blanche pour la fin, Grégoire? Non, mais il faut quand même rendre hommage à Grayson Allen, je pense, très très rapidement. C'est vrai. Mais il fait une saison qui est historique à 3 points, vraiment historique pour le coup, puisqu'on est avec la saison de Joe Harris aux Nets en 19-20, je crois. Et puis la saison de Kyle Korver All-Star aux Hawks, sous Budenholzer d'ailleurs. Moi j'ai adoré de A à Z Grayson Allen, et surtout ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a retourné la tête en fait, parce que évidemment c'est un joueur qui a une réputation qui le précède et qui n'est pas forcément une réputation positive. C'est un joueur qui a montré des sautes d'humeur et notamment des accès de colère et de violence assez négatifs sur des terrains de basket, que ce soit à Duke ou contre Alex Caruso, dernier fait en date en NBA. Et pourtant cette saison, et heureusement cette saison je vais dire plutôt, il a été exemplaire de A à Z. Il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre, pas eu un geste plus haut que l'autre, et puis surtout un rendement sur le terrain, mais de tous les instants, hyper dédié à appliquer justement ce que les coachs voulaient de lui. Donc on lui a demandé d'agresser le cercle, il a agressé le cercle. On lui a demandé d'essayer d'être le playmaker de l'équipe 2, il a essayé de le faire. On lui a évidemment demandé d'être adroit à 3 points, il l'a été comme de très rares personnes l'ont été en NBA à un tel volume. Non, moi je suis ravi de sa saison, j'ai trouvé ça incroyable et je suis très heureux qu'il ait re-signé aux Suns à un tel tarif que je trouve relativement avantageux. Oui, parce qu'il y a un peu ce côté, il n'y a pas la défense, mais shoot d'élite plus connecteur, ce côté fluidificateur de jeu avec son passing, avec son mouvement, attaquer les close-out, voilà, aider au déroulement du jeu, il a beaucoup aidé là-dessus, donc ouais, top saison, effectivement, il revient, il fallait en parler dans le bilan. Je regarde Royce O'Neal, un peu classique, il arrive en cours d'année, je pense que Josh Okogie aussi, que j'aime beaucoup, mais dans son rôle, je pense qu'on a fait un bon bilan, t'as même réussi à parler de bol, donc on va s'arrêter là. On a à peu près tout dit, on est d'accord? Je crois. En tout cas, merci beaucoup Grégoire d'être passé sur le Basket Lab. Avec grand plaisir, c'était vraiment top de parler des Suns, ça m'a remis un peu dedans, après avoir fait une parenthèse WNBA notamment. Donc non, c'était très cool. L'an prochain, je vais suivre un peu toutes les équipes, donc je vais être moins sur les Suns, je vais suivre davantage d'autres équipes. Donc, mais voilà, c'est toujours un plaisir de parler des Suns. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu bien entendu, et comme à chaque fois, j'espère que ce marathon de 1 par jour, c'était pas forcément le plan à la base, mais finalement, on prend le petit rythme de croisière, en tout cas de mon côté, j'espère que ça vous perturbe pas trop. N'hésitez pas, comme d'habitude, je rappelle qu'on peut aller piocher seulement les extraits qui nous intéressent sur le flux secondaire pour les extraits, soit en podcast, soit en YouTube, donc voilà. Et donc nous, de notre côté, après les Phoenix Suns, on va s'attaquer à un autre gros morceau, une autre grosse écurie, puisque la prochaine fois, bilan en 2024 des Milwaukee Bucks. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Grégoire d'être passé sur le Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.